Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour et bienvenue à une émission spéciale de Équipodcast. Mais avant tout, je tiens à vous dire qu'on est en route vers l'Action de grâce et la semaine de l'autosuffisance sera dans la semaine du 14 octobre et nous diffuserons 5 entrevues sur 5 sujets différents offrant des pistes de solutions sur comment budgéter la santé, l'énergie, faire un jardin, cultiver à l'intérieur de sa maison ou à l'extérieur. Plein de belles solutions et discussions, des entrevues de 20-22 minutes qui vont directement au but. Donc, dans la semaine du 14 octobre. Et le 31 octobre, on se dirige vers une émission spéciale en direct d'Équipodcast avec, espérons-le, quelques participants pour jaser de toutes les théories du complot et qu'est-ce que les gens en pensent. Et ceci étant dit, aujourd'hui, on discute de l'euthanasie et le Québec est champion du monde en mort assistée ou suicide assisté. Et le vrai mot, c'est euthanasie. Aujourd'hui, on accueille un invité spécial, Steve Tremblay. Bienvenue chez Équipodcast. Merci de m'avoir invité. Oui. Ça fait plaisir. Steve, présente-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, moi, je suis agent pastoral laïque au sein du diocèse de Chicoutimi depuis un peu plus de 20 ans. Ma présence ici ce soir, aujourd'hui, c'est pas pour représenter là, la position de l'Église. Là, je vais parler en mon nom Personnel. comme citoyen, mon nom personnel, effectivement. Mais il reste que, de toute façon, mon évêque ne serait pas bien contre les propos que je vais avoir aujourd'hui. Ça, c'est certain. C'est bien correct, sauf que moi, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir une réflexion. Ça va être une discussion-réflexion sur l'euthanasie. Et je répète, le Québec est champion du monde de l'euthanasie. Puis tout de suite, entrée de jeu, on va y aller avec quelques faits. Donc, la loi au Québec sur l'aide médicale, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai souligné quelques points ici. Le refus de soins ou le retrait de consentement peut être communiqué par tous les moyens. Le professionnel compétent doit s'assurer du caractère libre de la décision et donner à la personne toute l'information lui permettant de prendre une décision éclairée, notamment en l'informant des autres possibilités thérapeutiques envisageables, on va en parler aujourd'hui, dont les soins palliatifs. Je tiens à noter que j'ai fait une recherche assez exhaustive là-dessus et qu'en aucun temps, le mot euthanasie apparaît maintenant dans les documents du gouvernement québécois ni canadien. Ils ont retiré le mot euthanasie. Et pourtant, la définition du mot euthanasie, c'est procédé qui permet de hâter ou provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. Tu en avais une autre, Steve, je crois, mais je ne sais pas si tu l'as apporté de même. J'ai l'origine, en fait, dans son étymologie grecque, le mot euthanasie est lié au concept de bonne mort. Donc, dans l'Antiquité, ce terme était associé à une mort sans souffrance, dont l'objectif du médecin était de faire en sorte, dans la mesure du possible, que les derniers moments de la vie soient indolores. C'est sûr qu'on ne peut plus donner nécessairement cette définition-là aujourd'hui, puisque quand on parle d'euthanasie, c'est vraiment de donner la mort directement à quelqu'un qui est en phase terminale, qui est malade. OK. J'y vais avec l'article 59 qui a attiré mon attention également. L'auteur des directives médicales, mais prendre une décision. Okay, donc, dans ce qu'ils font, il faut prendre une décision éclairée au moment de la signature qu'on dit « OK, je veux l'euthanasie ou l'aide à mourir ». Et j'aimerais ça qu'aujourd'hui, peut-être qu'on se penche à voir c'est quoi définir, c'est quoi une décision éclairée, là, les tenants et aboutissants, parce que c'est quand même une décision très solennelle que de décider de mettre fin à sa vie. En tout cas, c'est irréversible. Hein? Et vous me connaissez,
gens qui écoutent Équipodcast, je vais y aller avec les statistiques. Qu'est-ce qui dit pourquoi Québec est champion par rapport à d'autres places, d'autres pays? C'est quoi les chiffres qui accompagnent ça? Donc, toutes les données que vous avez ici viennent de Statistique Canada. Les plus récentes que j'ai, solides, datent de 2022. Donc, depuis la légalisation de l'aide à mourir ou de l'euthanasie, plus de 44 000 personnes ont utilisé ce service. Ce sont des augmentations assez hallucinantes, on va le voir tantôt à travers des articles de journaux. Le Québec champion, vous allez voir l'évolution. Donc, en 2016, déjà, on avait les signes que le Québec était champion. L'Ontario tirait de la patte. Je tiens à souligner ici, la population de l'Ontario, c'est 14,5 millions. Population du Québec, 8,5 millions. Pourtant, le total de 2016 à 2022, 14 500 pour le Québec et 13 700 pour l'Ontario. Puis on voit qu'en 2021-2022, le Québec prend le dessus sur l'Ontario par rapport aux chiffres. Ici, parmi toutes les provinces du Canada, on voit que le Québec est à 6,6 % du total de nombre de décès attribués à l'aide à mourir. Donc, 6,6 % des gens qui meurent, ce sont par euthanasie. C'est quand même impressionnant, je trouve, comme chiffre. Ici, vous avez en bleu ratio homme et en rouge femme. Et on voit qu'environ 60 % des demandes d'aide à mourir sont pour des gens qui souffrent du cancer. Ça, je me sens, moi, personnellement, on pourra en discuter si des gens veulent prendre des notes là, ici, mes amis. Moi, je suis correct avec le fait que des gens qui ont le cancer puis qui c'est irréversible peuvent dire « je veux mourir sans trop souffrir », mais on va pouvoir parler du processus. Là, le processus, je me pose des questions. Et une des statistiques qui a attiré mon attention, c'est autre affection, puis on va le voir dans d'autres tableaux ici. Autre affection, là, ici, c'est quand même important. On parle de 15 % des gens que ce ne sont pas nécessairement des maladies physiques. Et on le retrouve ici, là, il y a quand même, ils ont mis un onglet « Aide à mourir par affection ou comorbidité ». Fragilité, des gens qui sont tannés ou qui sont fragiles. Donc, est-ce qu'on a un régime de santé adéquat au Québec? On pourra y revenir. Moi, je dis non, mais on pourra en jaser. Puis ici, une autre statistique qui m'inquiète un petit peu, les 18 à 55 ans représentent quand même 5 % de ceux qui demandent l'aide à mourir. C'est jeune, me semble, 18 à 55 ans. J'achève bientôt, ne lâchez pas. Et je me suis posé la question en cherchant les statistiques ici. Donc, regardez les pourcentages. Là. Isolement ou solitude, 17 % des gens qui demandent de l'aide à mourir parce qu'ils sont en isolement ou solitude. Perte de contrôle d'autonomie ou d'indépendance, détresse émotionnelle ou aucune qualité de vie. Là, je tiens à vous dire qu'on n'est pas au Bangladesh. On parle du Québec et du Canada ici. Comment expliquer des pourcentages semblables au Québec et au Canada? On va soulever la question. Je reviens avec les stats. Puis là, ici, une autre stat qui a attiré mon attention, c'est en rouge. En bleu, ce sont des gens qui ont des maladies puis que c'est prévisible qu'ils vont mourir sous peu pour les médecins. Sauf qu'en rouge, c'est une mort naturelle qui n'est pas prévisible. Ils ne peuvent pas dire à quel moment là, ils pourraient vivre finalement un bon bout. Mais on a, juste en 2022, 120 personnes et plus qui ont 123 personnes qui ont demandé l'aide à mourir, même s'il y avait une possibilité pour eux autres de vivre. Donc, avez-vous à ce point-ci des points à dire sur les statistiques qu'on vient de voir? Yannick, as-tu un point à amener ou... J'aimerais ça juste un peu. Tu sais, on avait parlé qu'on nous comparait à un moment donné avec les gens des États-Unis en Californie, je crois. Là. Tout à fait. Je peux aller là, direct là, mon Parce ami. que j'étais surpris de voir les chiffres de l'Ontario, en fait. Et là. voilà. Ils sont pas loin derrière nous. Là.
Ouais. Même si la Californie et le Canada ont tous les deux légalisé l'aide à mourir en 2016, 2016. il y a eu seulement 850 décès d'euthanasie survenus en Californie contre 13 241 au Canada en 2022. Et lorsque toutes les sources de données sont prises en compte, le nombre total attribuable à l'aide à mourir et déclaré au Canada, c'est environ 45 000. Comment expliquer qu'il y a 16 fois plus de demandes d'aide à mourir au Canada qu'en Californie? Ce sont des statistiques inquiétantes. Je peux, puis tu sais quoi, pendant que tu m'amènes sur cette piste-là, Yannick, je vais finir avec la statistique. Non, on va y aller avec ce que tu dis. Excuse-moi. On va se garder ça en réserve. Ah. Oui, excuse. Je voulais aller trop vite. On va y aller un petit peu selon les choses. Donc, oui, le Québec et l'Ontario quasiment égal, mais pas en pourcentage, pas par capita. Là. C'est en chiffres, ils ont quasiment le même nombre, mais en pourcentage, ils sont beaucoup plus bas que le Québec. Là. D'accord. Ça fait que qu'est-ce qui pourrait justifier Steve? Vas-y donc. Écoute, c'est difficile de dire vraiment les causes. Hein? Je sais qu'ils ont fait des études là, au niveau. Les médecins se posent eux-mêmes la question, les spécialistes de la santé se posent eux-mêmes la question comment ça se fait qu'il y a un écart aussi important. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions par rapport à ça, mais il reste que, pour moi, il y a des événements, des choses que je vois dans le monde qui indiquent quand même peut-être des sources d'explication. Par exemple, ce que j'appelle, moi, personnellement, la culture du zapping. Tu sais, on est habitué d'arriver sur une chaîne, choisir les émissions qu'on veut écouter, quand on veut l'écouter, au moment où on veut l'écouter. On choisit ça. Dans nos relations, dans nos relations amoureuses, tu sais, à quelque part, des fois, tu sais, je veux dire, il y a un couple se laisse, pas longtemps après, on ne prend pas le temps de vivre le deuil de la relation, on se réembarque, tu sais. On se réembarque, on ne prend plus le temps de vivre, humainement parlant, les processus normaux qu'un être humain a besoin de vivre pour grandir puis tirer des leçons de ses expériences du passé. Très intéressant, puis ça m'amène à montrer, je pense que ça va alimenter la discussion. Oui. C'est une entrevue avec Penelope McQuaid, l'animatrice de Radio-Canada, qui est quand même assez connue. Et je vais vous lire là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Je l'ai vécu. Moi, j'ai vu des familles dans les soins palliatifs parce que ma mère est partie de l'hôpital. Puis 2 jours et demi après, c'était l'aide médicale à mourir. Et là, elle continue. Il y a des proches et familles pour qui c'est un événement très traumatique. J'en suis convaincu. Si on ne partage pas les valeurs religieuses, philosophiques et spirituelles. Mais à la fin, c'est là qui est intéressant parce que Penelope McQuaid n'est pas nécessairement une ultra-religieuse, disons. Là, c'est vrai que là, j'avoue qu'un an plus tard, l'aide à mourir que sa mère a reçue, je suis pogné avec une espèce de moton et bien des émotions et je ne sais pas quoi faire avec. Il y a quelque chose de très intéressant dans ça. C'est la précipitation. Là. Elle parle de 2 jours et demi après que sa mère ait demandé, elle dit « OK, je signe ». 2 jours et demi après, le processus, tu parlais du zapping, ou moi j'aime ça dire la culture du fast-food. Là. Oui, c'est la même chose. C'est ça. Ça fait que 2 jours et demi. Où est le processus pour tous ceux qui sont concernés? J'espère sincèrement que c'est pas généralisé. L'histoire d'avoir 2 jours et demi pour digérer le fait que tu vas être mis à mort, là, c'est assez spécial. Je pense que les condamnés à mort, ils ont 6 mois. Là. Mais on a un fait ici où c'est arrivé. Ah oui, absolument. Qu'est-ce que tu observes, toi, dans ce que tu fais, Steve? Ben, moi, je préside à l'occasion des funérailles, disons. Puis, c'est sûr que je constate que même le temps au niveau là, du temps, le temps de la mort, on va dire, il est plus court qu'avant. Avant ça, moi, quand j'étais jeune, là, une funéraille, là, le temps de la mort, c'était 3 jours. Là. C'était long, OK? C'était long. On constate que c'était long. Mais il reste qu'aujourd'hui, là, il y a bien du monde que quand ça arrive, ce moment-là, là, il n'y a à peu près rien qui se fait. Des fois, c'est une demi-journée, mais des fois, c'est rien pantoute. Puis ça, c'est en progression, là. Ça veut dire qu'on est en train de zapper avec un moment important de la vie. Le plus. Et là, la personne, tu l'as aimée, tu as eu une relation avec, tu sais,
puis tu ne prends pas le temps de te réapproprier en prenant le temps du deuil, au moins d'amorcer un deuil décent, de prendre le temps pour, je dirais, s'arrêter sur c'est quoi le legs de cette personne-là? Qu'est-ce que je perds? Elle ne sera plus là, elle n'est plus là dans ma vie. Qu'est-ce que je perds? Faire le point là-dessus. On ne prend plus le temps de faire ça. Moi, je trouve ça triste parce que, humainement parlant, on est en train de se faire du mal à long terme. On enfoui quelque chose sur le tapis qui va nécessairement ressortir plus tard, à mon avis. Puis c'est la même chose pour le temps de la maladie. Quand tu apprends que tu es malade et que tu as une maladie incurable, c'est comme un coup de poing d'en face que tu reçois. Tu as un choc. Tu as un choc d'apprendre cette mauvaise nouvelle-là. Ça prend un temps pour la digérer, la nouvelle. Ça prend un temps pour intégrer dans ton expérience humaine qu'est-ce que ça vient toucher en toi, qu'est-ce que tu vis là, tu sais. Puis ça, on prend encore là, on va trop vite. On ne prend pas le temps d'approfondir ça. Moi, ça m'inquiète. Personnellement, humainement parlant, comme être humain, ça m'inquiète. Bien, dernièrement, il y a eu un cousin à ma conjointe est décédé en bas âge, 45 ans. Et au départ, il avait demandé l'aide à mourir. Et là, quelque chose est arrivé. Il a commencé, avant que le moment arrive, il a commencé à rencontrer toute la famille, sa famille en premier. Après ça, il y a eu des gens qui ont dit « Écoute, on t'aime, on voudrait te voir », comme ses cousins, cousines, etc. Et là, il a commencé à voir ça. Et finalement, là, on peut tomber dans les soins palliatifs, Steve. Oui. C'est que il n'a pas utilisé au final l'aide à mourir, puis il a vécu un processus. Et c'est le processus que j'aimerais peut-être aborder comme... parce qu'il y a d'autres, on parle de soins palliatifs, là, on va montrer qu'est-ce que c'est aux gens, mais il a vécu un super beau processus, puis au final, il est mort de sa mort naturelle, c'est sûr, avec des drogues pour apaiser sa souffrance, là, mais il a été quand même très lucide jusqu'à la fin. Un mot-clé. Lucide. Ça fait que... Je reviens à tantôt quand tu disais qu'on a le devoir de guider la personne vers un choix éclairé. Un choix éclairé, ça veut dire que tu prends en considération l'éventail de tout ce qui entoure une décision aussi solennelle. Puis là, c'est peut-être ce côté-là, le processus et la profondeur qui entoure une décision aussi solennelle est rendu un petit peu zappé ou fast-foodisé. Je ne sais pas comment dire ça. Je suis prêt à vous écouter sur la chose. Là. Je ne sais pas comment... mais c'était beau ce qu'il a vécu au bout de la ligne. Pour les gens en passant, là, à propos des soins palliatifs, sont l'ensemble des soins dispensés aux personnes atteintes d'une maladie qui limite la durée de leur vie sans hâter ni retarder la mort. Et les valeurs associées à ça, c'est la reconnaissance du caractère unique de chaque personne, de la valeur de la vie et du caractère inévitable de la mort. C'est une fatalité. Mourir, là, s'il y a une affaire, t'es sûr quand tu viens au monde. 100%. Tu as 100% de chance de mourir. C'est pas la date, mais c'est sûr que ça va arriver. Puis il y a pas mal plus de chances quand tu t'approches du 84 ans. Ça fait que... Mais là, on parle du respect des valeurs de vie. Et voilà. D'un processus. Fait que... Et puis là, on revient là. La question de base, c'est le Québec est champion du monde. Je tiens à rappeler aux gens, le Québec, c'est une des... Le Québec, Canada, c'est une des places les plus riches au monde. On a tout ce qu'on veut. On a une qualité de vie extraordinaire. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on est champion là-dedans? C'est inversement proportionnel, étrangement. Et puis, moi, ça m'amène à... D'abord, je vais avoir plusieurs questions à poser à Steve par rapport à son expérience, bien sûr. Parce que l'idée, c'est d'en arriver à un constat pour comprendre qu'on est devant une situation qui nous concerne tous et toutes. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour faire la promotion de la vie tant que cela est souhaitable, dans une certaine manière. J'ai quelques questions pour toi, justement, mais la première chose que je tiendrai à dire, c'est que dans un constat philosophique de la chose, on n'a pas le choix de s'apercevoir que quand on est rendu en fin de vie, c'est parce qu'on est rendu d'un certain âge normalement. Puis le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui demandent l'aide à mourir, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fin de vie, qui sont en souffrance.
Ça, c'est un symptôme social. La souffrance, pas nécessairement juste physique. Non, Ouais, exact. Mais tu sais, c'est on ça. parle de personnes qui sont atteintes de cancer, de personnes qui sont atteintes de maladies incurables, des gens qui sont atteints de dégénérescence, des gens qui ont des problématiques graves de santé. C'est comme si au Québec, on n'a pas le choix de constater qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à cette notion-là d'aide à mourir en fin de vie, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Fait que déjà là, on a une preuve symptomatique qu'au Québec, c'est plus dur quand on arrive en fin de vie qu'ailleurs dans le monde. On a plus de chances ici d'en arriver à un endroit dans le temps où on va avoir une condition de santé qui va être dégradée ou qui va nécessiter une certaine forme de compassion ou de pitié sociale qui va dire, ben, regarde, moi, que je m'en donné, j'ai déjà mis j'avais un chien dont j'adorais, que ça faisait 13 ans que j'avais, qui était super malade. Là. En tout cas, bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il était super malade. Puis elle n'était plus capable de se traîner. Bon, bref, fait que je l'ai tout simplement amené à la mort, le chien, parce que c'était comme naturel. Fait qu'il y a comme un concept que oui, à un certain moment donné, c'est normal que quand on arrive en fin de vie puis qu'on est vraiment blessé de la vie, qu'on ait tendance à vouloir aller plus rapidement vers la mort. Mais le constat est, mais pourquoi au Québec on a envie si tant que ça d'arriver à vouloir mourir vite quand on arrive vieux? On s'est supposé normalement dans une société moderne et pleine de, on va dire, santé, puis de bonnes choses, puis de bonnes raisons, puis de bon sens, de dire, ben, on a une fin de vie intéressante. On n'a pas besoin de faire appel majoritairement ou d'une façon de 6,6 % de vie, tu disais tout à l'heure. Yannick, Hein? puis là-dessus, tu me fais penser, hier, on a rencontré un ostéopathe qui nous André. disait que le Québec était champion en Ritalin, Eh oui, mon Dieu. champion en pilule, Oui. en antidouleur, Oui, en oui. antidépresseur. Oui. Donc, OK, je vais amener un mot intéressant pour vous Il y deux. a, Oui. il y a un mal de vivre au Québec. Excellent, j'aime Ouais, ça. puis il y a Un une vie mal-être. mal faite. Ouais, ouais. C'est excellent, ça, Janou. Il y a un mal-être Bravo. évident qui est relié à ces statistiques-là où ce qu'on a où ce qu'on est champion dans des choses qu'on ne devrait pas l'être. Ben moi, je pense que au Québec, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous avez fait des recherches sur pourquoi qu'au Québec, c'est aussi pire qu'ailleurs? Par rapport à la question À de l'aide l'euthanasie, à l'euthanasie, oui. ben, on n'a pas vraiment les réponses par rapport à Ouais, ça. c'est ça. Mais est-ce que vous avez Non. jasé J'ai cherché, mais avec des autres autorités? Est-ce que vous avez jasé Euh, avec eux? Des médecins? non, j'ai pas parlé de ça avec des médecins. Moi, Ouais. Steve, lorsque Ouais. Steve m'a approché Ouais. sur la question, Ouais. là, j'ai vraiment j'ai poussé avec des recherches, puis j'ai utilisé l'intelligence artificielle, tout ça. J'aurais des pistes de solutions en passant parce qu'il y a à un moment donné, Steve, tu m'as dit. C'est l'accompagnement, je pense. Oui, il y a. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'accompagnement qui est important. Là, ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'on échappe. Là. On a une tendance à faciliter la fragilité, mettons, ou le moment où quelqu'un est dans la fragilité, plutôt que de favoriser un encadrement de vie, de communauté. Et il y a quelque chose autour des années 70 qui s'est passé. Là. Tu sais, quand on parle, la chanson, c'est quel groupe? Mon arrière-arrière-grand-père. Mhm. Ouais, Ben, mes aïeux. Dégénération. Dégénération. Mhm. Dégénération. Ouais. Bon, je vais aller vers dégénération. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette chanson. Il y a un gros message Il y a un dedans, gros ouais. message. Quelque chose qui est Et perdu. les valeurs familiales, Oui. l'accompagnement a amené une solitude ou ce mal-être-là que tu disais, Janou, Mhm. mal de vivre, qui semblait évident, de ne pas vouloir voir. Il y a une fragilité face à, plutôt que prendre action puis accompagner, il semble avoir une fragilité depuis cet égo, un genre d'égoïsme ou c'est ça, d'égocentrisme qui Je est m'en allais arrivé. dire là. ça. Je m'en allais justement parler de ça. J'ai l'impression que les familles sont tellement dans leur métro boulot dodo là, Oui. qu'à un moment donné, ils sont pas capables de se gronder à leur cœur, ils sont trop dans leur mental. Ouais. Puis ils sont trop dans l'action, puis ils sont pas dans l'être. Puis quand tu es trop dans l'action et non dans l'être, dans le faire, dans le fond, Mhm. puis tu n'es pas assez dans l'être, ben tu te perds à un moment donné. Puis de là, à abandonner les personnes âgées, les parquer dans
dans des centres, des ESPAD là, qu'on dit en Les France, là, mais les CHSLD, là. CHSLD. Ouais, exact. Ouais. Mais puis on s'occupe plus d'eux. Il y a comme une perte de valeur au Québec. C'est un qui- autre bon point, ça. Les CHSL, on va placer le petit vieux, puis après ça, on chiale plutôt que de garder ses parents chez soi ou proche de soi, avoir des bigénérationnels. Il y a quelque chose d'extrêmement beau. Ouais. J'aimerais ça. À un moment donné, Steve, tu m'as parlé, puis écoute, moi, je pense que les gens, il faut qu'ils s'assument un jour. Là, je vais l'amener. On le coupera au pire aller si tu n'aimes pas ça, mais tu m'as parlé, tu dis un enterrement s'en vient, puis quelqu'un aurait dit je peux pas cette fin de semaine-là parce que je pars en voyage. Oui, exact. C'est rendu qu'on veut même jouer avec ça. La personne avait un voyage prévu genre dans 3 semaines. Puis, avait à planifier les funérailles. Puis, non, il ne pouvait pas cette fin de semaine-là. Il y avait un voyage important. Puis là, on a reporté les funérailles vraiment plus loin. On repart. Vraiment plus loin. Et tu sais, c'est comme ça, on a un deuil à vivre, on met ça sur la glace en attendant, on va vivre notre trip, après ça, on viendra vivre notre deuil après. Tu sais, c'est comme, c'est spécial. Moi, j'avais jamais vu ça avant, là. Ben, J'ai écoute, trouvé moi, ça quand tu m'as vraiment parlé de ça, spécial. ça m'a Ouais. ça m'a ça jeté bien par terre. spécial. Et es-tu quelqu'un à ce point-ci? Vas-y. Moi, je trouve que, tu sais, mettons qu'on revient à l'idée là, que au Québec, s'il y a tant de gens que ça qui demandent l'aide à mourir, c'est qu'il y a systématiquement, il y a un symptôme de problématique sociale. C'est qu'on arrive en fin de vie au Québec, puis les gens sont maganés, on va dire ça de même. Ouais. Mais on aurait fait la promotion de la vie auparavant en disant hey, on va manger des aliments sains, on va faire le sport, on va faire les communautés, on va faire la fête. On va donner un sens à votre vie, on va vous aider à être sur votre X, ou comme les Japonais, ils disaient, être sur le Ikigai. Puis on va se donner des CHSLD, je déteste le mot, là, mais puis je déteste le concept aussi. Je trouve qu'on on souffre, on perd beaucoup de points en tant que société, là, en termes de maturité. Mettons qu'on vient d'ailleurs, d'un autre pays, puis on dit le Québec, à quel point ils sont matures dans leur communauté, à quel point ils sont élevés, puis on regarde l'état de ce qu'on offre aux gens, ce que nous, on se fait offrir comme proposition de fin de vie, là, quand on... Ouf, c'est beaucoup de solitude, beaucoup de... Tu sais, c'est incroyable. Moi, dans la famille, chez moi, j'ai 2 de mes tantes qui travaillent dans un CHSLD comme ça, puis c'est assez hallucinant, là, la misère noire qu'il peut avoir là. Fait que je trouve qu'à quelque part, on devrait tout faire en tant que société pour promouvoir la santé, pour faire en sorte que quand on arrive en fin de vie, qui qu'on soit, riche ou pauvre, on ait accès à la santé à la base. Donc, quand on meurt d'une mort naturelle. Comme mon père, il est mort, il s'est assis, il est mort. Boum, le père à Daniel, boum, il se fait de dos, puis c'est ce qu'on souhaite. Idéalement, peut-être mourir en train de faire l'amour, mais ça, c'est une autre histoire. mais moi, j'aimerais ça surfer sur ce que vous disiez tantôt. Des fois, les familles, ils se parlent pas, parce que moi, j'ai vécu un peu l'histoire que vous avez racontée. Mais sauf que les familles, ils se parlent pas. Puis ils décident dans le dos des autres de faire ça cette journée-là. Puis toi, tu es comme rejeté de la famille, puis tu apprends comme une boîte à surprise tout après, ou bien ils l'enterrent pendant que tu es parti en voyage, puis ils t'invitent pas à la cérémonie finale. Fait qu'il y a souvent des petites chicanes de même. Hein? Quand quelqu'un meurt, là, il y a beaucoup de chicanes. C'est incroyable, les chicanes. Puis les séparations de biens, puis l'argent vient tout le temps là-dedans quand ça se devrait pas. Parce que moi je m'en foutais de l'argent. Quand mon père est décédé. Mais c'est comme, on dirait que le monde, ils perdent leur boussole. Ils sont comme rendus un autre personnage où les masques tombent, ou je sais pas trop. Il y a une culture, on revient au niveau culturel. Tantôt, tu m'as amené là. Je veux partager quelque chose avec les gens. J'aime ça que tu en aies parlé, Yannick. En 2000, je voyais que mon père de 84 ans se dirigeait vers sa fin de vie. J'avais une bonne job à Détroit, au Michigan, à ce moment-là. J'étais super bien payé et tout. Puis, j'ai parlé à mes boss, j'ai dit, à partir du mois de janvier 2000, je vais venir m'occuper, accompagner ma mère pour m'occuper de mon père. Il marchait encore, mais tu voyais que ça finissait, ça s'en allait vers la fin. Fait que j'ai pris une année sabbatique du travail. Et j'ai partagé les derniers 6 mois de vie de mon père. J'allais le voir à tous les matins. J'allais déjeuner avec eux autres. Puis j'étais ici au Lac-Saint-Jean avec mes parents. Puis je massais mon père. Là où il y avait des douleurs, tout ça. Fait que dans ce dernier 6 mois-là,
c'est là que je me suis rapproché le plus de mon père, puis j'ai appris à connaître le plus qu'est-ce qu'il avait vécu, qu'est-ce qu'il avait à me dire. Et il y a un moment que je me souviens parfaitement. Je dis, le père, j'ai dit, tu sais, tu vas mourir bien vite, là, on le voit. Là. Il dit, comment tu vois ça? Fait que là, il m'a dit, ben au début, il dit, tu veux voir tes enfants grandir. Il dit ensuite, il dit, tu veux qu'ils soient bien. Puis là, il dit, tu veux voir tes petits-enfants grandir. Puis là, il dit, finalement, ça ne me tente plus de mourir. Et la différence dans ce qu'on a vécu, c'est qu'on l'a accompagné jusqu'à la fin. Puis une semaine avant sa mort, j'ai fait faire le tour du Québec de la famille. Puis là, il disait tout était beau. Il souffrait, là. Hey, il sortait du pu par le bout de ses doigts. Là. Je veux dire, il souffrait. Ouais. Alors, et mon père, je l'ai trouvé mort le matin quand je suis revenu pour déjeuner un matin. Je l'ai trouvé mort dans son lit, les bras croisés sur le dos. Il y a eu ce processus-là pour moi et pour mon père. Ça a été extraordinaire. OK? Puis je veux aller vers ce processus-là. Puis mon deuil a été extrêmement rapide par la suite parce qu'on avait fait une belle communion, des beaux échanges avec la mère. Là. La mère était dans le décor aussi à ce moment-là. Ça fait que ce processus-là, moi, il y a eu, sûrement du côté de mon père, il a dû apprécier parce qu'il n'a rien demandé de plus. Tu sais, les massages, les petits soins, de rien de fantastique. Fait que le processus, puis tantôt, je parlais du cousin de ma conjointe, que je trouve qu'il y a eu un beau processus de fin de vie, imprévu également. Il ne l'avait pas vu de même. Donc, si on revient au processus, qu'est-ce que tu vois comme valeur, Steve, que tu partagerais là-dedans? Qu'est-ce que tu vois dans le métier que tu fais d'accompagnement? Ben c'est ça, c'est un peu ce que tu viens de nommer, là. Tu sais, moi, j'ai vécu un peu la même chose avec mon père qui est décédé en 1996. Il a eu un cancer, puis ça a été un cancer assez fulgurant, là. Le temps de la maladie a été court, mais il reste qu'il était usé à la fin, là. Très, très usé, là, physiquement. Là. Il était l'ombre de lui-même. Mais qu'est-ce que ça a permis? Il est mort chez nous, mon père. Donc, il est resté à la maison. On a pris soin de lui. On a pris soin de lui jusqu'à la fin. Et il y a même de ses sœurs, des tantes qui venaient faire des tours, puis ils venaient même aider ma mère. Et venaient nous aider à prendre soin de mon père. Et ce temps-là est précieux, comme tu dis, parce que c'est là où le défunt accepte, ou ben, pas le défunt, mais le malade accepte sa situation de maladie. Mon père, quand il est mort, il était prêt à mourir. Il a accueilli la mort parce qu'il était prêt à l'accueillir. Mais nous autres, on était prêts à le laisser partir parce que le temps de la maladie a préparé notre cœur à le laisser partir. Et ça, c'est important. C'est important de pouvoir prendre ce temps-là. Puis je ne dis pas que ceux qui ont demandé l'aide médicale à mourir se privent nécessairement de tout ça. Ça peut arriver, il y a des situations que ça doit bien se vivre aussi. Mais moi, je voyais plus l'aide médicale à mourir comme la fin d'un processus. Est-ce qu'on a tout essayé? Est-ce qu'on a essayé les soins palliatifs en prenant soin de chaque dimension de la personne, c'est-à-dire l'aspect physique, la douleur physique? Je pense que les moyens d'aujourd'hui, on est capable de pas mal régler ce que la douleur physique est. Est-ce qu'on s'est occupé de la douleur morale? Est-ce qu'on a bien entouré notre personne? Être à l'écoute. Jusqu'à la fin, oui. Spirituelle, etc. Donc, c'est toutes les dimensions de la personne qui doivent être considérées. Et si toutes ces dimensions-là ont été considérées, puis qu'en bout de ligne, à la fin, là, au bout du processus, on se dit, ça a encore du sens, l'aide médicale à mourir dans son cas, bien, allez-y à ce moment-là. Mais il me semble que on n'irait pas souvent. On n'irait pas souvent là si on prenait le temps. C'était quoi avant 2016? Qu'est-ce qui se passait quand les gens vivaient des périodes de détresse comme ça? Est-ce qu'il y avait comme un non-dit, quelque chose qui se passait, puis on débranchait la machine sans le dire? Je ne suis pas dans les hôpitaux, mais c'est sûr que le droit du malade, en n'importe quel temps, là, le malade a le droit de dire, moi, je refuse les traitements. Je refuse les traitements qui me sont proposés. Si le malade est lucide, il peut demander un arrêt de traitement. Puis là, je pense que la famille aussi pouvait le faire seulement si jamais le malade n'est pas était... conscient. Ouais, d'accord. Mais encore là, je pense qu'il faut que le malade, mais là, je ne suis pas sûr là-dessus, là, c'est un terrain flou pour moi. Il me semble que le malade devait se prononcer lui-même d'abord. Et si ce n'est pas dans son testament, moi, ma mère, elle m'avait, par exemple, quand ma mère est décédée, ma mère m'avait fait part de ses volontés. Et on ne voulait pas étirer le temps de la mort non plus.
Donc, à un moment donné, c'est ça. J'ai dû dire au médecin, on la réanimera pas. Là. C'est ça. On va la laisser partie, partir. On va la laisser partir, là, c'est Ça ça. va amener un point, peut-être un twist à notre discussion en ce moment, parce qu'il y a des situations pour certaines gens qui sont plus difficiles à vivre. On a eu un cas, le cas Michel Cadotte, condamné à 2 ans, moins 1 jour de prison pour avoir tué sa femme par compassion. Ah oui, je me rappelle. Elle souffrait d'Alzheimer. Moi, j'ai connu 2 personnes que les conjoints ou conjointes souffraient d'Alzheimer grave, dangereux. Là. Oui. Et ces gens-là, au quotidien, vivent un très gros fardeau. S'ils gardent leur femme, leur conjointe à la maison avec eux, là, ils font tout ce qu'ils peuvent. Là, c'est tout qu'un fardeau. Il faut tout le temps surveiller, porte barrée, etc. Donc, de ce côté-là... J'ai vécu ça. Oui, c'est ça. Ça fait que là, il y a des... voyez-vous, dans ce cas-ci, il y a des gens qui ont besoin de ce... Là, c'est de l'aide, c'est pas de l'aide médicale, mais c'est comme dire, qu'est-ce qu'on fait avec... Mais la personne est encore là, ouais, c'est ça. La personne n'est plus là. Il y a eu... c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, les gens ont été amenés à un niveau de destruction de leur intégrité tel qu'on se doit de se poser la question, est-ce que ces gens-là sont encore en train d'avoir un petit peu de bonheur ou une capacité au moins de saisir l'opportunité de vivre une fin de vie qui va rapporter quelque chose parce que on l'a dit, là, ici, la fin de vie, moi je l'ai vécu aussi avec mon père quand il est parti, c'était une fin de vie extraordinaire dans le sens que j'ai pris un bon 10 jours off, je dis, on prend le temps. J'ai communié avec mon père dans ce qui restait de lui dans mon cœur, on va dire ça comme ça. Ça m'a permis de faire un deuil des plus... on va appeler ça en mode guérison. Hein? Parce qu'avec nos parents, veut pas, c'est pas tout le temps jojo. Il y a des petites crottes qui vont se placer, il y a des nœuds, il y a des tensions. Puis c'est pour ça aussi, quand les parents meurent avec plusieurs enfants, des fois, tout ça explose. Ou des fois, il y a des grisons qui se vivent aussi. Ben, c'est ça que je veux dire, c'est que le potentiel que la fin de vie dans une société qui fait la promotion de la santé et du sens, parce que pour être en santé, il faut que tu aies un sens à ta vie. La globalité de la santé. Et voilà, une santé holistique. Fait que tu viens au monde, tu dis, bon, ben moi je vais donner un sens à ma vie, fait que je vais avoir premièrement un créateur, c'est normal, je me suis pas auto-créé, deuxièmement, bon, bref, et tout ça, puis là, on est rendu à notre mission de vie, fait que moi, j'ai l'impression, moi, quand je vais être rendu à cette étape-là, pour moi, ça va être très, très précieux, les derniers moments de ma vie, là. Puis, tirez pas sur la Switch tant qu'il y a encore une lumière dans le plafond, parce que je veux vraiment compiler l'affaire. Ouais. Moi, premièrement, j'arrêterai jamais jusqu'à 10 jours avant que je meure, ça, c'est sûr. Fait que déjà là, ce 10 jours-là va être bien précieux pour moi. Mais tu sais, c'est quoi? C'est parce que je vais vouloir avoir un recul, voir mes enfants, mes petits-enfants. Qu'est-ce que vous retenez de grand-père? Qu'est-ce que vous retenez de votre père? Puis après ça, compiler ça d'une certaine manière dans mon cœur, parce que c'est ça qui continue après. Fait que là, c'est comme si je m'empêchais de... Tu sais, t'as bûché toute la vie pour avoir une belle forêt, puis là, tu disais, je vais me bâtir un camp sur le bord du lac. Là, tout est fait, les matériaux sont rendus, à la limite, le camp est barré, il reste juste à rentrer dedans, faire un café, puis boum, tu tombes sur les marches, c'est fini. Fait que, pourquoi est-ce que la société ne fait pas la promotion d'avoir un sens dans la vie, d'une certaine manière, que quand on arrive à cette étape-là qui est super géniale, de dire, parce que comme Daniel l'a dit, s'il y a une affaire qu'on peut miser dessus aux courses, c'est bien, on a 100% de chance de mourir. Ça, c'est sûr. Fait que là, l'idée après ça, ben, on se dit, Crimbin, tant qu'à ça, on va l'attaquer dès la naissance, parce que veut pas, à partir du jour 1, tu commences déjà à mourir. Fait que c'est ça que c'est un élément extraordinaire sans en faire la promotion. Puis c'est ça, moi, qui m'inquiète un peu. Si on parle d'un point de vue politique, c'est qu'il y a plusieurs interventions qui sont dans l'échelle de l'aide à mourir, à savoir, avant 2016, ça se faisait naturellement. C'était le patient, c'est la famille. Des fois, ils forçaient un petit peu la dose de morphine. Oui, mais c'était pas encouragé socialement. Ça se pourrait-tu que c'est légalisé?
par peur de se faire poursuivre éventuellement? Ben, faut faire. On a plusieurs on va ramener au serment d'Hippocrate. Là. On a eu plusieurs cas aussi, là, quand même. Yeah. On a eu Robert Latimer, là, dans le passé aussi, des années 90, qui avait tué sa fille. Puis on avait aussi le cas Sud Rodriguez qui se rapproche plus d'un suicide assisté, là, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait. Mais c'est des cas quand même qui ont marqué notre passé, qui ont fait probablement aussi avancer la cause de l'aide médicale à mourir, là, dans le sens où les gens se sont battus pour avoir accès à ça. Je voudrais revenir à l'affaire Michel Cadotte parce que moi, je trouve que dans cette situation-là, on est face à un bonhomme, un aidant naturel qui était sur le bord du gouffre. Je veux dire, le gars, il avait besoin d'être aidé, là. Il n'y en avait pas Il d'aide. était au bout, puis il n'y a pas eu d'aide. Alors ça, c'est très triste. Qu'est-ce qu'on fait pour nos proches aidants? Ça, c'est une question aussi qui est importante. Très important. Wow. Ouais. Vraiment. Et dans une société évoluée, ben, tantôt on parlait, puis on va arriver avec des solutions. Là, j'en ai, moi, la promotion de la vie, la promotion de la communauté. Tu sais, on a de la misère. Yannick a réagi face à, nous aussi, j'imagine, CHSLD. C'est comme si tu dirais, on les garoche là. Mais c'est parce que... On dit souvent, on les parque. C'est pas toute la faute d'un gouvernement. Là. Il y a une culture qui s'installe d'égocentrisme, d'égoïsme, où les valeurs familiales sont plus là. Puis c'est un peu la faute des parents. Et on va ramener la question, voir. Il y a des gens qui vont écouter ça. Là. On va ramener la question aux gens là, avec ce qui est à l'écran en ce moment. Mais j'aimerais ça revenir après sur la faute des parents. Parfait. Qu'est-ce cache-t-il derrière ce record? Puis justement, qu'est-ce cache-t-il derrière ce record? Et la question, on vient d'amener la notion de culture et parents. L'analyse du rapport révèle que l'euthanasie, il est écrit dans le rapport du journal ici, représente 6,8 % des décès au Québec, marquant une augmentation de 42 % pour l'année précédente, puis 51 % pour l'autre d'avant. On est donc à 40 à 50 % d'augmentation à chaque année. Là, on a vu la courbe au début. Exponentielle. Au Québec, près de 2,5 fois plus de personnes ont recours à l'aide à mourir ou l'euthanasie qu'en Belgique, qui est une des places en Europe qui en a le plus. Aïe, aïe. Comment la perception des souffrances physiques et psychiques influence-t-elle la décision de recourir à l'euthanasie? Il se pose la question. Je poursuis. D'autres articles. Mars 2024, là c'est les données qui commencent à sortir, Steve. Oui, OK. 7,3. Là, on est rendu à 7,3 % des décès enregistrés dans la province. On parle encore du même pourcentage ici dans cet article-là. Une recherche sur les causes. Puis là, ici, au départ, nous pensions aux personnes qui... Au départ, quand ils ont sorti la loi en 2016, nous pensions aux personnes qui souffrent physiquement et comme on arrive à soulager 90 % d'entre elles avec les soins palliatifs, 90 % d'entre elles sont soulagées. Ça détaillait. Mais on avait moins anticipé les gens qui ont une souffrance psychologique. Ceux qui se demandent pourquoi continuer à vivre quelques mois de plus en ayant une qualité de vie. Écoutez, sérieusement, là, puis lui, là, le docteur qui parle, il refute l'idée d'une banalisation de cette intervention. Mais moi, je tiens à me questionner sur cette affirmation-là, là, parce que je ne l'accepte pas. C'est pas en la refutant qu'on va régler le problème. Là, si on se met la tête dans le sable bien raide. Là. Ben moi, je voudrais revenir sur des choses qu'on a parlé un petit peu avant. Mais on n'aide pas les familles non plus. Comme moi, j'ai une amie, sa mère est Alzheimer. Puis là, ils l'ont mis dans la maison familiale. Les aidants naturels. Puis là, il y a plusieurs personnes qui se relaient, tu sais, pour aller voir ce qui se passe, puis comment qu'elle vit, mais vraiment toute seule là, tu sais. Puis c'est parce qu'aussi, ça coûte cher de placer les gens quand ils sont plus aptes, là. Dans des soins de qualité. Oui, c'est ça, des soins de qualité. Puis là, des fois, ben, ils les gardent dans des maisons comme ça, familiales. Puis là, la Ils dame... ont juste un bain par semaine, genre? Là? Je sais pas, je veux Ça, pas dire n'importe quoi, ça, mais... on l'a entendu, mais il faudrait aussi aider les familles quand ils ont des personnes... En passant, là, tu viens de dire que ça coûte cher. Là. Dans une société évoluée et riche comme le Québec,
Ouais, qui se mais permet tout de cher. dépenser des dizaines de milliards dans des projets totalement On serait futiles et capable de se le permettre. ridicules, c'est pas une question d'argent, c'est une question de De choix. vouloir. Puis de Une question valeur. de choix et de C'est ça. Mais valeur. de valeur Et aussi. on met, encore une fois, je vais revenir, champion en Ritalin, champion en antidépresseurs, là, champion en aide Mais- à mourir. Ils sont en train d'installer une culture, De pharmacie. oui, de pharmacie, malheureusement, une Mais- culture médicale négative. Mhm. On parle depuis tantôt, on ramène promotion de la vie, promotion de la famille, promotion de la communauté. Et là, tantôt, Yannick, ça m'intéresse, je voudrais revenir parce que ça rejoint un petit peu ce que tu Moi, dis. c'est ça, j'avais Tu pas fini. voulais parler des parents. Ben, exactement, parce que les parents, en tant que tels, là, tu sais, à quelque part, un bon parent va se fier sur son institution. Il va se fier sur l'institution laquelle va lui apporter une certaine forme d'ancrage avec des propos qui vont tenir une certaine forme de cohérence ou qui vont avoir été propagés dans le temps par rapport à mes parents pensaient comme ça, mais bon. Exemple, dans le passé, on avait l'Église catholique, bien sûr, puis même toutes les religions du monde font la promotion de la vie à quelque part. C'est leur rôle. Là. D'ailleurs, je tiens à te dire de- que les pays qui ont le moins de suicides assistés ou de suicides, les deux, sont ceux qui sont les plus catholiques, les plus religieux. Là. J'adore l'idée que tu parles du suicide parce qu'on peut parler. Si on met la vie dans une petite boîte, puis on dit d'un bord, la vie, on se l'enlève facilement, puis de l'autre bord, on fait tout pour pas empêcher la personne de mourir. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est favoriser une vie en santé pour avoir une fin de vie dans la grâce, on va dire. Mais aussi T'sais, de l'aide à la famille aussi. Oui. Parce qu'empêcher quelqu'un, tu sais, mettons, mon chien que je faisais, je citais l'expérience tout à l'heure, ça m'aurait donné quoi de m'entêter à dire, ben, je vais garder ce chien-là en vie. Il se levait le matin, il souffrait, il urinait du sang, il n'y a rien qu'il faisait pas, il y a du pu dans les yeux, il était malade. Il dit, ben là, franchement, c'est comme une évidence que ce chien-là, il n'a plus de qualité de vie. Mais pourquoi il en est rendu là? Ben, il était rendu vraiment très vieux. Il a trop été gâté dans sa vie. Il a dépassé quelques années. Mais pour l'être humain, c'est beaucoup plus complexe qu'un animal parce qu'on est associé à un concept de donner un sens à sa vie, d'avoir une relation avec son créateur, d'avoir la possibilité de tirer une certaine forme de sagesse qui va venir alimenter notre âme puis notre évolution spirituelle. Fait que pourquoi que les parents, Daniel, ne sont pas nécessairement les ceux qui sont à blâmer dans tout ça, directement, en tout cas, c'est parce que les parents, en tant que parents, on essaie de se fier sur les institutions de l'époque. Or, depuis 5 générations, on pourrait dire que les institutions se font tirer du plomb dans l'aile et ont été remplacées par une institution qu'on va appeler le matérialisme. Alors, de ce point de vue-là, là, les gens, c'est un électrochoc, là. C'est assez spécial, là, parce que pensez-y comme il faut. Vous venez au monde, on vous dit que vous êtes un rouage d'un système qui va vous donner une place dans une usine à quelque part pour vous faire gagner de l'argent, pour acheter des produits qui vont vous faire tomber malade assez rapidement, écourter votre vie, puis quand vous allez être rendu au bout du rouleau, là, vous allez souffrir, vous allez tellement souffrir que vous allez demander de l'aide à mourir. Ça, c'est le système. Puis il faut que vous sortez assez vite à part de ça parce que vous coûtez cher, comme Janou l'a dit tantôt. Même si, comme Daniel l'a dit, qu'on avait bien de l'argent. Ça, c'est vos choix. Fait que ça, c'est à nous autres, en tant que collectivité, de se réveiller puis de dire, bon, ben maintenant, nous allons faire un choix différent puis on va décider de mettre des priorités pour donner une qualité de vie aux gens à partir du jour 1 jusqu'au jour final. Parce que c'est pas vrai qu'il y a des humains qui sont moins importants que d'autres, puis c'est pas vrai qu'il y a des humains qui ont plus ou moins le droit d'avoir une belle fin de vie que d'autres. C'est faux. Tout le monde a le droit à une fin de vie qui est digne et qui éloigne le plus possible la souffrance de l'équation parce que c'est vraiment turn-off de dire « Hey, tu viens au monde pour souffrir pendant... » Comme moi, mon grand-père a été 14 ans paralysé d'un côté, à de la misère à marcher, puis à quoi il avait fait c'est une fin de vie terrible pour un homme costaud comme lui qui était débrouillard, puis tout. Puis... Fait que, tu sais, tout ça a fait que s'il a fait cet ACV-là ou cet incident cardiovasculaire-là au cerveau, ben c'est parce qu'il s'est malmené dans sa vie. Il a écouté les institutions de l'époque qui disaient «
Tu peux prendre la bière, Marcel, il n'y a pas de problème. Tu peux fumer, Marcel, il n'y a pas de problème. C'est même les docteurs qui te le disent. Puis là, à la fin de la vie, il arrive à la fin, puis là, il a écouté tout ce que les docteurs ont dit. Il dit, tu fumes, c'est super bon pour le stress, puis tu peux prendre une petite bière, tout le monde y en prend, il n'y a pas de problème. À la fin de la vie, il était overdose, son corps était brisé, puis il est mort dans des souffrances atroces. Fait que voyez-vous, les gens, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de faire confiance aux gens qui nous disent, qui nous transmettent un mode de vie potentiel? C'est un choix qui nous dit, hey, fais ci, fais ça, mange la pizza tant que tu veux, puis prends du Pepto-Bismol après ça. C'est ça qu'on veut, tu sais, vraiment. Ou on veut prendre le temps, on vient au monde, on est dans une communauté d'accueil, les gens se respectent, les gens se donnent de l'amour, les gens s'entraident. Puis quand on a des questions du genre, papa, pourquoi je suis venu au monde? On n'a pas, hey, ta gueule. On a, ah, ben ça, c'est une excellente. J'avais hâte que tu me poses cette question-là, mon fils. Viens, on va aller voir les sages du village, on va aller voir tout le monde pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Puis là, tu vas avoir une richesse, tu vas pouvoir te faire une idée puis évoluer dans ton processus d'évolution spirituelle. Janou, tu voulais... Oui, ben moi, plutôt que faire l'aide à mourir, je ferais plutôt l'aide à la famille pour pouvoir aider les personnes qui meurent dans leur famille à mieux passer de l'autre côté en les appuyant. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des meurtres, qu'est-ce qu'on vient de dire tantôt dans vos papiers. C'est des gens qui sont dépourvus d'aide puis qui n'ont pas l'aide nécessaire du gouvernement. Fait que peut-être qu'on ne met pas l'argent au bon endroit. Si on aidait les familles, ben peut-être qu'il y aurait moins de meurtres, justement. Puis il y aurait plus des gens qui feraient des meilleurs deuils, puis il y aurait des meilleurs voleurs, une meilleure mort pour tous. J'aime ce que tu dis là, sauf que c'est pour ça qu'il faut s'impliquer au niveau politique. Je reviens à André Berkoff qui disait, si on ne s'occupe pas du politique, le politique s'occupe de nous. Et mon Dieu. Donc, on a la société qu'on mérite, on a les gouvernements médiocres qu'on mérite et déshumanisés. Je vais vous amener la réflexion qu'il y a parce qu'on vient de passer des points. Donc, dans la réflexion que les spécialistes ont eue, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Bureau qui a affirmé « La mort avec souffrance ne fait plus partie du choix des Québécois. » C'est toute qu'une affirmation pareille. Ils veulent contrôler leur vie et leur mort de façon étonnante. C'est l'autodétermination. Un instant. Là, on va s'arrêter. C'est aussi un choix sans retour, là, je tiens à souligner. Là. Mais là, le monsieur, il parle d'autodétermination et il met complètement de côté l'aspect souffrance, extérieur, intérieur, l'aspect familial, la structure sociale que le gouvernement encourage, de la division, le 47 % de taxes et impôts que tu n'as plus le temps de t'occuper de rien, plus le temps de t'occuper de tes enfants. Ils mettent des idéologies à l'avant alors qu'ils devraient mettre des valeurs familiales à l'avant. La santé. La santé. La communauté, ça le fait partage. Que là, le monsieur, lui, tout de suite, là, c'est de l'autodétermination, puis l'aspect souffrance par rapport à une société qui n'offre pas des supports, comme tu dis, mais aussi l'environnement. Un support aussi c'est quoi les étapes du deuil? Mais c'est bon, justement. Puis comprendre ces étapes-là, parce que le monde ne le savent pas des fois, puis ils les vivent pas. T'sais. Mais je vais vous montrer les spécialistes comment c'est inquiétant. Là. Docteur Georges L'Espérance, cette évolution, il parle d'évolution en passant, en parlant d'être les champions du monde en euthanasie. Hey, c'est de l'évolution, la gang. Les Québécois acquièrent progressivement de la maturité. Est-ce que maturité est le bon mot? Moi, je dirais plus découragement, solitude et détresse. Et là, ici, voilà, 1633 médecins ont participé à l'aide médicale à mourir, un chiffre en augmentation. Lui, il dit que c'est une très bonne chose et se réjouit de l'Association québécoise pour le droit de mourir. Là, ils mettent le mot dignité. Ouais, c'est quoi, Daniel, mourir dans la dignité? Ouais. D'après toi, c'est une question, ça? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, il est en train de dire, lui, que toutes les morts qu'il y a eu dans l'humanité avant 2016, il ne mourrait pas dans la dignité? C'est ça qu'il est en train de nous dire? Et voilà, très bon point. Ça n'a aucun bon sens. Mais voyez-vous, ce sont ces gens-là, puis moi, je vais revenir, excusez-moi, je vais faire un parallèle qui peut paraître boiteux, mais on me parle tout le temps d'être inclusion et tout ça. Dans toutes les recherches que j'ai faites au niveau du ministère de l'Éducation pour mes enfants. Puis vous allez voir où je m'en vais avec ça. Ils parlent toujours d'idéologie et de choses du genre. Voilà. Plutôt, puis je suis incapable de trouver une seule fois famille, le mot valoriser la famille, hétérosexuel, ça ne revient plus jamais dans l'éducation. C'est tout le temps inclusion,
Si tu n'es pas inclusif, tu fais de la violence psychologique. Fait que là, ils sont en train, et c'est là que je veux aller, avec ces systèmes-là et ces gens-là qui se positionnent comme spécialistes avec des faussetés grossières, que le gars, il dit maturité, autodétermination, que c'est une très bonne chose qu'on soit les champions du monde en euthanasie. Hey, moi, je dirais plutôt, c'est extrêmement inquiétant. Ouais. Et on ne valorise plus la famille à partir de la base, même que je dirais qu'il y a une destruction au niveau des gouvernements qu'on a mis en place, d'où l'importance de s'impliquer au niveau, tu le dis souvent, Jeannot, au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, en politique, pour commencer à affirmer qu'il y a des valeurs communautaires et familiales qu'il faut remettre en place. Et s'il y a une détresse, c'est parce qu'il y a un mal-être et une solitude. Et la solution, c'est pas une pilule. Tu parlais de Pepto-Bismol. Ou une piqûre, Ou une piqûre pour mourir le plus vite ça. possible. Mais vas-y, Steve, j'aimerais ça que... écoute, je vais te replacer. Lui, il dit les Québécois acquièrent de la maturité, Ah non, c'est grave. de l'autodétermination, puis que c'est une très bonne chose qu'on soit les champions. Mais moi, je reconnais dans tes propos, là, quand tu nous as raconté la mort d'un de tes proches. De mon père, Oui. Et ou du cousin de ma Je reconnais là-dedans que cette personne-là est morte dans la dignité. Elle est partie de la dignité. Pourquoi? Parce qu'elle a été entourée des gens qui l'aiment. L'amour. Elle était entourée des gens qui l'aiment. Elle a été accompagnée jusqu'au bout. Et même si elle a peut-être eu un peu de douleur physique, il reste que tout le reste, la question du sens n'était pas là, dans le sens où elle ne se questionnait pas sur le sens de ce qu'elle était en train de vivre. Là. Elle n'était pas en détresse psychologique parce qu'elle était bien entourée. Et c'est ça pour moi, mourir dans la dignité, c'est cet aspect-là qui est pour moi le plus important à ne pas échapper. Et là, on est en train de vouloir aller peut-être un peu vite au Québec, puis on va payer pour, parce que ça a des séquelles, ça. C'est le soin palliatif, Oui. donc ça veut dire que peut-être dans les hôpitaux, ils font plus leur job au niveau du soin palliatif. Parce que moi, mon père, il a vécu une belle mort, là, avant tout ce que j'ai dit tantôt, mais le soin palliatif, c'est un bon soin palliatif. Ils ont fait leur Mais là, le job. système est agonisant. On a vu la pancarte en montant tantôt. Oui, je sais, mais aussi, ça dépend aussi des valeurs de l'hôpital puis la valeur des gens administratifs qui sont dans l'hôpital, je pense. Parce que si ils prennent ça à la légère, ben c'est toute la famille qui en écope, puis les chicanes, puis tout, là, puis les deuils se feront pas bien, puis c'est tout le monde qui en écope, là. S'ils prennent ça comme des gestionnaires de chambres à louer dans l'hôpital, puis là, il y a trop de monde ici, on fait un petit ménage. Oui. Là, on s'aperçoit qu'on vient de skipper un grand bout d'opportunité de faire une guérison, de faire un deuil qui est significatif pour les personnes. Puis je reviendrai un petit peu, Daniel, sur ce que tu as dit. Tu dis, les gens là, qui parlaient, qui faisaient les propos tout à l'heure, tu disais que c'est des mensonges. J'irais un petit peu plus loin. C'est des grossièretés que je disais. Oui, j'irais un petit peu plus loin que ça. C'est plus que des grossièretés ou des mensonges. Tu veux dire une grossièreté, des fois, tu es comme en état de... tu es juste un lâche-prise, puis tu te laisses aller. Non, moi, j'ai la forte impression qu'il y a derrière ça, parce que pour dire ça, comme tu disais, Steve, tantôt, ça veut dire que tous les décès qu'il y a eu avant, c'était très intéressant. C'était pas des gens qui étaient matures, parce qu'il aurait fallu qu'ils demandent l'aide à mourir. Puis là, mais maintenant, on vous donne cette opportunité-là, les gens, de nous demander maturement, hey, vous êtes mature en tabarouette. Puis après ça, de l'autodétermination, ça veut dire qu'il faut que tu sois mature, il faut que tu sois courageux, puis après ça, là, tu fais ta job, tu fais ton... On se rapporte quasiment de... Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un agenda de dépopulation. Hein. Ça, c'est important de mettre ça toujours en haut pour essayer de comprendre là où les pommes y tombent. Là, on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein. Ça, c'est des décisions qu'on peut... J'aime ce que tu amènes, puis je voudrais renforcer, là, parce que, un petit peu, Jeannot, lorsque tu parles, Yannick, d'agenda au Canada et dans le monde, et puis là, on assiste à y mettre en place tous les incitatifs de fin de vie rapide. C'est pas mal pire que les armes de destruction massive qui ont été cachées et qui n'ont jamais été trouvées à Saddam Hussein. Il y a 3-4 éléments que tu vois que la naissance ou la famille et la procréation... et puis là, on peut parler d'avortement également. Exact. Et l'agenda d'avortement est hallucinant. C'est rendu avortement après naissance dans certains États aux États-Unis. C'est abominable. Dans le fond,
Dans le fond, c'est ça. divisé pour mieux régner. Dans le fond, ils nous disent comment penser, ils nous disent quoi faire, puis ils nous lavent le cerveau. Fait que c'est une guerre psychologique. Il que essaye j'appelle. en effet, puis là-dessus, c'est ça. En plus, ils nous rendent malades d'une certaine Mais c'est manière la- qu'on n'est c'est- plus en mesure de penser correctement. Ben, c'est ça. C'est que Mais- c'est la guerre. C'est divisé pour mieux régner. C'est que je te dis comment penser, je te montre ça, puis je te dis que c'est ça qui est bon, fais-toi piquer, meurs, puis on se calique de tout le reste. Ben, il y a- puis, il y a- tu il y sais. a- il y a une perte, puis De là, valeur. Steve, peut-être, tu pourrais y aller. Il y a une perte au niveau de l'humanité, là, être humain, puis vouloir le bien d'une personne. J'aime ça quand tu as utilisé. D'entrée de jeu, tu as parlé du zapping. Oui, oui, oui. C'est comme, tu vas chez McDonald's, tu manges du fast-food. Tout le monde sait aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas que le fast-food, c'est de la merde. C'est de la merde, le fast-food. Là. Je veux dire, C'est même pas de la Super Size Me, nourriture. hein? Super C'est ça. Size Me, hein? Oui, exact. Ah oui, bravo. Super Size Me, ça Ouais, l'est c'est l'exemple, en effet. Donc, as-tu un mot à dire sur l'humain? Parce qu'après ça, j'amènerais un autre twist à ce qu'on parle. Ben, j'ai pas mal dit ce que je pensais, dans le sens où je pense que tous les processus qu'on vit comme être humain dans la vie, les gros processus ont besoin parfois d'être accompagnés, mais c'est pas nécessairement par un expert. Là. Je veux dire, tu peux être accompagné par ta famille, dans ce que tu vis, par un ami, un bon ami qui est pour toi un pilier, puis qui va partager avec toi ce que tu es en train de vivre. Mais le plus terrible, c'est de vivre des moments comme ça, puis d'être laissé à lui-même. D'ailleurs, ma fille, qui est infirmière, elle a travaillé dans des CHSLD. Puis je voyais ses yeux briller quand elle me parlait des patients. Donc, il y a du bon monde qui travaille aussi Ah oui, dans nos c'est sûr, une chance. CHSLD. C'est sûr. Des Des infirmières qui font leur travail avec beaucoup de dévotion puis d'amour. Qui ont été ridiculisés quand Mais- c'était le temps de se faire vacciner. Hein. Là, c'était plus des anges. hein. Ah, en tout cas. Mais bref, je ne rentrerai pas à ce débat-là, mais il reste Non, que- mais ça, ce c'est que pas je de voulais souligner. dire, là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, ma fille a constaté qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais de visite. Là. Des gens qui sont laissés Ouais. là, Mm. qui font de l'Alzheimer, qui ont des maladies comme ça. Je sais que tu ne veux Ne pas reçoivent rentrer dans le jamais, débat du vaccin, mais je tiens à te dire jamais, pareil jamais. qu'à travers ça, on parlait de mal-être. Oui. Les gens des CHSLD, durant la crise COVID, que tu veuilles ou non en parler, Steve, il y a Oui. un fait, c'est qu'ils ont été enfermés et abandonnés pendant des mois, dans leur marde, par Enfermés. le gouvernement. Et Enfermés. c'est cette gestion-là, cette destruction psychologique ou ce manque d'humanisme Mm. flagrant des décideurs qui reflète justement, encore une fois, un haut pourcentage de Oui. demandes de fin de vie. Ça me tente Personne- plus de vivre. Personnellement, j'ai vécu le deuil de ma belle-mère sans que je puisse la voir à la fin Ouch. parce qu'elle était isolée. Ouch. Seuls les membres de la famille, ses enfants, pouvaient aller la voir. Moi, j'avais pas le droit, j'étais son gendre. Tu sais. Ah, tu étais juste son genre. J'étais T'es juste tellement son loin, gendre. hein? Tu sais. Puis encore mais une c'est ça. décision, hein? Ils ont encore décidé C'était, pour toi. Quand l'État se mêle ouais. de nos affaires C'est- personnelles, c'est c'est- un gros problème. L'État, Ben- c'est un gestionnaire du bien collectif. Il y a une perte d'humanité, là. Ah oui, Oui, On Ouais, s'entend. Il n'y a Puis pas moi, d'affaire j'ai à rentrer là. moi, j'ai vécu ça, puis il y a d'autres mondes qui ont vécu ça, de ne pas pouvoir aller voir sa belle-mère ou son beau-père ou peu importe à l'hôpital en fin de vie. Tu sais, c'est terrible. là. Mais tu ne pouvais pas aller voir ta famille si tu n'étais pas vacciné. Est-ce Les que- soigner, tu sais. Est-ce qu'il y pour a les quelque soigner. chose de pire que la solitude? Et ça m'amène un petit peu, parce que, puis là, je sais, Steve voulait surtout parler d'euthanasie aujourd'hui, mais ça, dans ma réflexion à travers ça, et là où je veux aller en finale aujourd'hui, c'est que il y a le suicide. Je veux amener le suicide là-dedans parce qu'on parle de mal-être. Et j'ai sorti quelques statistiques rapides là-dessus. Le taux de suicide chez les hommes au Québec est d'à peu près 20 pour 100 000 habitants. Et Chaudière-Appalaches, la capitale nationale, se démarque avec des taux beaucoup plus élevés que la moyenne. OK? Et là, Lunavik. regardez les Autochtones. Et là, on parle de destruction de culture de base en passant. Là. Je tiens à dire, Carrément. le gouvernement... Mais a détruit leurs valeurs à eux. Pour avoir... Je sais pas si toi, Yannick, tu as été. Moi, je suis allé dans le Nord. Là. Moi, je suis allé à Coudjouac. Je me Parfait. suis fait raconter l'histoire du Ben, gouvernement. voilà. Fait que je vais vous dire qu'est-ce que le gouvernement il C'est fait. épouvantable. Je vais vous dire qu'est-ce que le gouvernement il fait. Le gouvernement, il va vous dire, là, nous autres, on investit
des sommes astronomiques, on redonne aux Premières Nations, etc. Sauf que ce qu'ils redonnent, c'est pas ce que les Premières Nations veulent. On a besoin. Ils disent, on va vous bâtir une garderie. Mais regarde ça, on n'a pas besoin de garderie, nous autres. On va vous donner une école. Hey, pour un village, là, il y a à peu près 6 enfants qui vont à l'école parce que c'est pas dans leur culture. C'est pas ça pour eux autres, l'école, apprendre à vivre dans le Grand Nord ou apprendre ailleurs. Fait que le gouvernement, ce qu'il fait, il dit, je t'aiderai pas. Il dit, je vais t'imposer ma culture et je vais, à petit feu, détruire ta culture à toi. Éteindre ton âme. Éteindre ton... tout Ils ce que ont t'as. utilisé, en fait, les Inuits. Moi, je Éteindre peux leur me permettre âme. une petite parenthèse. Là. C'est vraiment une histoire que le monde devrait savoir, là, si je peux me permettre, parce qu'il faut que tu ailles à Kuujjuaq parler aux elders pour savoir ça. Il n'y en a pas beaucoup là, qui sont capables d'avoir cette chance-là. Moi, je m'étais dit, tant qu'à aller à travailler à Kuujjuaq, je vais m'organiser pour parler aux elders. Finalement, c'est eux autres qui m'ont invité à leur table un soir que j'étais au lounge. Puis, je prends une petite bière avec eux autres. Une discussion vraiment, ils sont particuliers. On le voit qu'il y a une connexion spirituelle qu'on a perdue. D'ailleurs, j'aimerais ça y revenir au niveau de la question de la foi. Qu'est-ce que le rôle de la foi dans le vouloir mourir si vite que ça? Puis, je parlais avec l'elder, j'ai dit, on parlait en anglais, bien sûr. Puis je lui demande, j'ai dit, comment ça se fait que vous détestez les Blancs tant que ça? Parce qu'il y a vraiment une haine du Blanc qui s'est installée, qui est là depuis le début dans les communautés inuites. Là. Exemple, la semaine, j'étais là 3 semaines, il y a eu une dame inuite qui est décédée, d'accord? Puis là, c'était les drapeaux étaient en berne, puis tout ça. Mais 2 jours avant, il y avait des policiers blancs qui s'étaient fait tuer lorsqu'ils avaient essayé de faire une intervention dans un domicile, puis il n'y a pas personne qui a parlé de baisser les drapeaux là, en berne. Là. Puis, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, à quelque part, j'arrive là-bas, puis les Inuits, eux autres, dans leur façon de voir la vie, ils sont... j'ai comme perdu mon idée, Colin. Tu parlais à l'elder. Qu'est-ce qu'il a à dit? l'elder, merci Daniel. Je demande à l'elder, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait que vous aguissez tant que ça les Blancs? Puis on parle d'une haine viscérale. Là, c'est vraiment spécial. Là. Fait que là, il me dit, ben regarde, il dit, dans les premières années, ils sont arrivés ici avec la GRC. Notre premier contact qu'on a eu avec, lui, il était enfant. Il était très vieux, le monsieur. Fait que c'est son père, dans le fond, qui a vécu cette situation-là. Puis lui, il était tout petit enfant, il se rappelle de ça. Ils sont arrivés ici, et on dit, hey, wow, nous autres, on n'avait jamais vu ça, des Blancs là, qui arrivent avec des machines, puis toutes sortes d'affaires. Ils ont fait le saut, et ils ont été comme impressionnés. Puis là, les Blancs, ils ont dit, on aimerait ça voir vos chiens. Hey, là, ils étaient fiers, leurs chiens. Leurs chiens, c'est leur liberté. C'est je peux aller sur la banquise, je peux aller voir le village voisin. C'est indiscutablement connecté à leur survie. Ils ont rassemblé les chiens. La GRC les a mitraillés. Ils ont mitraillé les chiens, puis ils ont mis le feu dans le tas de chiens morts. Les gens étaient dévastés. Là, quand je vous parle de dévastés, c'est comme je t'arrache carrément le cœur, puis je te le pompe de même dans la face. Hein. Ils ont été dévastés. Puis là, ils ont dit, maintenant, vous allez vivre comme ça. Là, ils ont drop-shippé des butterbox, qu'ils appelaient dans ce temps-là. C'était des boîtes de bois avec une porte. Ça avait 20 pieds par 12 pieds, je pense, quelque chose comme ça. Puis ils couchaient 20 là-dedans, cordés. Puis là, ils ont dit, votre village n'est plus là, il est rendu là-bas. Parce qu'ils ont fait une ceinture tout le tour du Québec. Ils ont utilisé la nation inuite pour ceinturer le Québec d'une population pour éviter d'être envahi par d'autres nations. Parce que si tu n'occupes pas un territoire, n'importe qui peut planter son drapeau et dire ça, c'est chez nous, mon homme, j'ai du monde qui sont là. Fait qu'ils ont dit, on va ceinturer le Québec. On a remarqué les communautés inuites, comment elles sont réparties à 500 km tout le tour du Québec tout le temps. Ça fait comme une belle couronne. Fait qu'ils les ont démobilisés. Puis là, ils ont dit, ben vois-tu, maintenant, c'est pour ça qu'on déteste les Blancs. Parce qu'ils nous ont imposé, ils nous ont détruit, ils ont anéanti notre mode de vie. Je peux-tu ajouter quelque chose? Dans le fond, le gouvernement, là, puis tous les oppresseurs, là, depuis le temps que ça existe, parce qu'on vit tout le temps les oppresseurs qui sont par rapport à la guerre, par rapport à tout ça. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent enlever ton âme. Ils vont tellement tout t'épuiser, ils vont... Pour te manipuler. Pour te manipuler à petit feu. Pour t'utiliser à leurs besoins. Un peu comme les nazis, dans leur jeu d'échecs. Les nazis faisaient à l'époque, ils torturaient les gens, les torturaient à leur enlever leur âme, tu sais. Et puis, force est de constater, j'ai demandé au elder, je dis, est-ce que si vous aviez la possibilité de faire un voyage dans le temps, il disait, est-ce que vous retourneriez à cette époque-là pour dire aux Blancs, get out of here, you know? Il dit, t'es-tu fou? Là, il me regarde très sérieusement, il dit,
Il dit, dans ce temps-là, il dit, on avait une personne sur 3 qui mourait à chaque hiver de faim. Puis il dit, moi, retourner dans un igloo qu'il faut changer toutes les 3 semaines parce que eux, ils déféquaient dans les igloos. Fait qu'il fallait que c'était des conditions de vie extrêmement difficiles. Là. Les Inuits sont bâtis sur un autre modèle. Là. C'est pas des... Ils sortent à moins 40 en petite chemise dehors. Là. C'est une autre sorte de génétique, on va dire. Puis il me dit non, mais il dit maintenant, ce qu'on a de besoin, par exemple, c'est que les Blancs nous redonnent notre fierté d'être ce qu'on était jadis. Mais ça se fait pas comme ça. C'est un processus générationnel. Mais ça commence, comme nous autres, quand on Ça va prend dans des leaders inuits. Là. quand on va dans les fins de semaine, là, puis qu'il y a des personnes autochtones avec nous autres, Ouais. C'est ça. on vit des choses Ils sont avec eux en train autres de se prendre en main. Là. extraordinaires. Là. On vit Je vous entends, mais par contre, les statistiques, parce que je suis un gars extrêmement plate, ne mentent pas. On voit ici 175 je sais. décès Ah oui, par 100 000 comparativement à 20 sur 100 000 pour les Blancs. Mais il y a un gros changement Et à faire dans aussi- la société. Là, parce Ben, que... les communautés inuites, là, moi, j'avais la chance d'avoir un patron quand j'étais là qui, lui, son rôle, c'était comme de chapeauter le développement de la communauté. Fait qu'il était vraiment informé de ce qui se passait. Puis, tu sais, que j'avais parlé à l'émission, je ne sais plus laquelle émission, je disais I've got a kid to give, là. Tu sais, quand j'étais assis à la radio. Puis, C'est une autre génération. Puis- Je veux te ramener un petit peu, te recadrer un Oui. petit peu dans le sujet, mon Yannick, si possible. ben oui, absolument. Mais dans le fond, fin de la parenthèse, c'est que le gouvernement nous utilise comme bon il le semble. Puis moi, ça, c'est un exemple très, très concret là, qu'on a sous la main, là, des choses vérifiables. Fait que je ne verrais pas pourquoi un gouvernement qui est capable d'être aussi malveillant que ça, tout d'un coup, on se mettrait à y faire confiance pour gérer l'aide à mourir. Puis c'est là que je veux m'en aller par rapport à ça. C'est comme... Ça a toujours été une question d'institution, mais jamais l'institution, parce qu'on regarde, je voulais nous amener sur le terrain de la foi. Si, admettons, la foi va t'interdire de te laisser t'en aller, parce que, mettons, dans ta religion, ça dit si tu te laisses pas mourir, tu vas aller en enfer. Exemple, là, il y a la peur qui va intervenir dans le processus, mais dans son cœur, profondément, la personne, elle sait qu'il faut qu'elle se laisse aller. Fait qu'il y a des choses qui peuvent exercer un contrôle sur la volonté de la personne, qui vont aller contre la nature des choses. Alors, c'est pour ça que je me dis c'est un processus qui est éminemment personnel et que si on encourage la foi chez les gens, d'avoir la foi dans un être créateur qui est plein d'amour, peu importe la situation, quand ça va être le temps de mourir, ça va se faire dans la grâce. Mon grand-père, il souffrait d'une manière astronomique là, quand il est décédé, là. Mais il est décédé à la maison, entouré de tous ses enfants, avec plein d'amour. Puis quelques heures avant son décès, c'était un costaud. Là. Il levait 236 livres d'un bras. Là. C'était quelque chose. Il y a des records dans le Canada de force, toutes sortes d'affaires. Puis quelques heures avant de mourir, il dansait. Puis il disait hey, les enfants, ça va bien. Puis lui, son rôle, c'était d'être cette lumière que Jésus lui inspirait, parce qu'il avait la foi dans Jésus, puis de transmettre ça par rapport à dire, regarde, la mort, c'est juste normal. Lui, c'était ça le message qu'il voulait nous dire. Puis il dit, la souffrance, ça me préoccupe peu parce que vous êtes avec moi. Oui. Ben, c'est sûr que ce débat-là, on ne l'aurait pas dans une société qui est encore pleinement, je dirais, chrétienne. Là. Oui. Parce que c'est sûr qu'on n'aurait jamais abordé la question dans ce sens-là. Ça, c'est certain. Ben, en tout cas, Ça, moi, c'est certain. ce que je vois, puis j'aime ça que tu amènes. Mais j'apprécie que vous apportez ça parce que faut pas voir juste du positif à la laïcité puis à l'absence de religion parce que il y a des points négatifs et positifs dans tout. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup de l'éducation catholique que j'ai reçue de mes parents, puis je ne suis pas pratiquant, mes enfants ne sont pas baptisés, sauf qu'il y a un système de valeurs très solide qui a été mis en place par mes parents. Basé sur Les valeurs de Jésus, qui sont super simples, qui sont aime ton prochain comme toi-même, tue pas, fais pas mal, commets pas l'adultère. Ce sont des principes et des valeurs de base qui m'accompagnent tous les jours de ma vie. Des valeurs d'entraide, de pardon, des valeurs etc. d'entraide, exactement, de pardon. Mais au Québec, est-ce qu'on a encore des valeurs communes au Québec? Et la bonne question. C'est ça. Oui, malheureusement, on les a. Dans quelques familles, oui.
Oui, mais Mais y a-t-il un consensus de valeurs au Québec? Ben, j'en ai un, moi. Puis il est Oui. triste. C'est un triste consensus parce qu'on OK. parle de champion. Puis je vais amener une dernière stats pour finir avec chacun notre mot de la fin sur cette discussion-là qu'on vient d'avoir. On n'a pas la prétention de résoudre ça, mais on a quand même soulevé des pistes de solutions, je pense. Au niveau familial, au niveau commun, puis au niveau de ce que la promotion du gouvernement dans certains points. Puis en voilà un autre que je vais vous montrer. J'amène l'avortement. Donc, on a parlé de l'euthanasie. Québec champion du monde. On est dans les leaders mondiaux au niveau du suicide. Puis là, je vous montre l'avortement. Au Canada, Québec et Canada, la loi ne prévoit aucun délai maximal, sauf qu'il y a quand même des sérieux questionnements quand il arrive à la moitié de la grossesse. La plupart des avortements sont réalisés avant 13 semaines. On se retrouve avec 100 000 avortements à peu près, là, entre 95 et 100 000 avortements par année au Canada. OK? C'est énorme. C'est énorme considérant une démographie qui baisse, là, qui n'assure même plus notre culture québécoise ou canadienne. Et je vais le répéter, là, je vais le répéter une autre fois. Champion en euthanasie, dans les leaders mondiaux au niveau du suicide, en incluant les Premières Nations, et dans les leaders au niveau des avortements, 100 000 avortements au Canada par an. Pour moi, c'est un échec monumental dans une société qui se dit évoluer. Et il y a des sérieuses questions à se poser, pas par des pseudo-spécialistes qui vont aller essayer de dire qu'on est mature à avoir de tels résultats, qu'on est... c'était quoi? Que c'était... comment est-ce qu'il disait ça, le spécialiste? Par rapport à... Oui, si on voulait mourir dignement, il fallait passer par ce chemin-là quasiment. Oui. C'était quasiment ça, la qu'on promotion. est indigne, De etc. manière mature. Donc, c'est un échec épouvantable. Et fort. je vais vous inviter à tour de rôle. Prenez la parole. Je veux vous entendre là-dessus, moi, Yannick, une conclusion par rapport à ces trois faits-là là, que j'ai rassemblés. Je comprends que Steve voulait parler de ça, mais pour moi, les trois démontrent un échec d'une société qui se dit évoluer parce que c'est pas la vie, c'est pas... La démographie baisse, les gens demandent à mourir, les gens se suicident. Moi, je pense qu'on est en train de briser les familles. En brisant les familles, ben, on se sépare en brisant aussi les amitiés et tout ça. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui fait en sorte que on veut absolument briser la famille, briser les mœurs, briser les valeurs. Alors, moi, je pense qu'on a une bonne conscience à faire, tous les gens du Québec là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut comme valeur humaine avant de mourir? Et au niveau de l'avortement, mais ça, je pense que ça appartient à la personne. On ne peut pas juger. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas des fois pourquoi que la personne avorte, mais il ne faut justement pas prendre l'avortement pour la pilule du lendemain. Ben, moi, j'aimerais ça te dire que je suis totalement en désaccord avec ce que tu dis, puis c'est pour ça qu'on est ici pour en parler. Oui, mais attends une minute, je vais juste finir. Oui. C'est que des fois, il y a des jeunes filles qui considèrent qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, puis qui fait en sorte que quelquefois, parce que j'en ai connu, on ne prend pas la pilule anticonceptionnelle correctement, des choses comme ça, qui fait qu'à un moment donné, on prend la petite pilule du lendemain, mais après ça, c'est pas grave parce que je peux me faire avorter, puis c'est pas grave. Fait qu'il faut faire attention à ça, mais il y en a des personnes qui sont avortées parce qu'il y a des raisons personnelles que on peut en discuter plusieurs fois. Que ce soit le viol ou autre, oui, vas-y. Oui, le viol, ça peut être le viol. Penses-tu qu'il y a 100 000 viols par année? Non, mais il peut y avoir d'autres raisons personnelles qui fait que la personne... Donne-moi-en. Ben, ça se peut que la personne n'est pas prête à avoir des enfants, puis c'est la panique. Parfait. Bon, là, à ce moment-là, tu vas me permettre d'amener mon point. C'est justement une société où ils ne mettent pas l'éducation à l'avant. Lorsqu'on a un échange, lorsqu'on a une discussion, je t'ai laissé aller avec ton point. Lorsqu'on a un échange respectueux, il n'y a pas un preneur. Donc, dans toute relation, que ce soit une relation amicale,
amoureuse ou d'affaires, il faut que ce soit un échange équitable. Mhm. On imagine deux bulles. Un des meilleurs livres que j'ai lu là-dessus, c'est La prophétie des Andes. Ouais. La prophétie des Andes qui expose c'est quoi un échange équitable entre deux personnes. OK? Mhm. Et lorsqu'on a cet échange-là équitable, il y a une réflexion avant, il y a un respect. Donc, on ramener ça à l'avortement. Une des raisons pour lesquelles une personne se fait avorter, c'est qu'elle n'a pas réfléchi avant de commettre un acte qui est supposé, encore une fois, être solennel. C'est un échange. C'est pas moi. Moi, je ne vais pas juste, quand je fais l'amour à ma femme, je ne vais pas juste prendre mon plaisir ou mon pied à moi. C'est un échange où les deux sont en amour, puis font un acte très personnel. Excuse-moi, tu vas avoir la chance de t'exprimer, Janou. Ouais. Excuse-moi. Puis l'échange doit être bon. Donc, il y a un manque d'éducation et c'est là qu'il faut aller. C'est que là, on est encore en train de zapper. C'est j'ai bu une bière ou j'ai fumé un joint ou je le trouve beau. Bang, 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 comme un petit lapin, où ce que tu déshumanises puis que tu enlèves cet acte solennel-là, un bel échange. Puis là, il y a un être. En passant un avortement, là, il n'y a personne ici, OK? Il n'y a personne à la TV, personne ici qui est capable de dire qu'à partir du jour 1, l'être qu'on avorte ne souffre pas. Et on tue, il y a une possibilité là, qu'on tue un être qui est conscient dans le bedon. Mais il y a des pseudo-spécialistes que, là, ils disent, moi, je pense que rendu à 13 semaines, c'est encore correct. Bien, j'invite les gens, là, puis je vais mettre la caméra 1, j'invite les gens qui sont là, ah, ben, l'avortement. Moi, je dis éducation, puis remettons des systèmes de valeurs. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de dire que c'est pas un meurtre. Parce qu'on ne le sait pas, on ne le ressent pas. Puis les pseudo-spécialistes, là, ben, je suis désolé, vous êtes dans le champ. Donc, je t'entends, Janou, quand tu dis qu'il y a des moments, un viol ou quelque chose. Mais il peut y avoir aussi des incidents dans le sens que tu t'es protégé, puis la capote allait percer, puis là, toi, tu n'es pas prêt d'avoir un enfant, puis c'était pas dans tes valeurs, c'était pas dans tes affaires, puis là, bien, soudainement, tu sais, il y a plein de raisons, là. Moi, je pense que chacun a ses raisons pour en arriver à ça, mais c'est juste qu'il ne faut pas prendre ça comme la pilule du lendemain. 100 000. Je reviens au chiffre. C'est parce que Daniel, il dit que ça ferait baisser les stats si on était en mode éducation. Il dit pas qu'il n'y aurait pas des cas où l'avortement ne serait pas nécessaire ou souhaitable. Mais on parle de 100 000. C'est plus que deux. Mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être parce qu'on prend ce moyen-là comme un moyen de contraception. C'est ça. C'est trop léger. C'est trop léger. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est que pour qu'on en soit rendu à un chiffre de même, c'est parce qu'on ne responsabilise peut-être pas nos adolescentes, puis les jeunes femmes, puis qui, eux autres, ils disent, ben là, j'ai tout fait le processus, le condom, la pilule, là, j'ai un accident. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des garçons ou des adolescents et des hommes que lorsque la femme fait l'amour, imaginez-vous donc... Attends. Ils vont enlever la capote pendant qu'ils font l'amour, puis ça, c'est un viol. Il y en a qui tombent enceintes à cause de ça. Non. On revient à l'éducation. On revient à l'éducation. Moi, ma fille, j'y parle. Mes enfants, on leur parle. Pas juste à ma fille, je parle à mon garçon, puis on parle de respect, OK? Puis là, je vais te ramener la statistique. 33 %. Tu vas me dire que, écoute bien, là, au Canada, 1/3 des femmes pouvant devenir enceintes auront au moins un avortement. Si ce n'est pas un problème d'éducation et de jaser de façon mature, justement, en famille, ben, il y a un problème. Puis, lorsque tu choisis un partenaire, tu ne te donnes pas tout de suite. Puis ça, tu es supposé le dire à ta fille ou à ton fils. Moi, on a eu cette discussion-là avec mon fils hier. J'ai dit, lorsque tu vas avoir des copines et lorsque tes amis, j'ai même parlé de ses amis qui ont des copines, j'ai dit, n'accepte pas qu'ils ne soient pas fins avec eux autres. S'ils disent, hey, gars, j'ai une photo de ma blonde, là, pas habillée ou quelque chose, j'ai dit, dénonce ça. Dis, ce n'est pas correct, puis refuse. C'est le genre de discussion qu'en tant que parent, on a. Donc, je ramène ça au système de valeurs, Janou. Tu essayes de justifier que 33 % des femmes peuvent avoir accès à l'avortement, puis c'est correct. Non, c'est pas ça que tu n'as pas compris. C'est non, que vous dites la même affaire. Je dis qu'il faut faire attention à ne pas utiliser l'avortement pour un moyen de contraception, puis aussi responsabiliser les hommes comme quoi que lorsqu'on fait l'amour à une femme, enlever la capote sans lui dire,
puis que pendant l'acte, t'es parti, puis là, c'est comme un viol. Non, tu iras voir là, dans les statistiques. Moi, je t'amène toutes les statistiques, tu m'y sortiras les statistiques. Va les chercher tout de suite. Tu vas les chercher, tu vas voir. Fait que je vous écoute, continuez à parler. Il y a beaucoup de médecins, de pharmaciennes qui ont dit que c'était une tendance chez les hommes de faire ça lors des relations. Moi, je l'ai entendu, ça aussi. Mais encore là, moi, je ferais du pouce un peu sur ce que tu dis, Janou, puis Daniel, l'échange que vous avez, en fait, soulève l'idée qu'on parle d'éducation, d'accord, mais ça va plus loin que ça, je pense. Puis je pense que Steve va être d'accord un peu avec moi, ça va jusqu'à un niveau de la foi. Puis là, je vous parle pas, tu sais, d'avoir une adhésion à un dogme. Adhérer à un dogme puis dire, bon, ben, je me ferai pas avorter, par exemple, parce que si je fais ça, je vais en enfer. C'est pour avoir une foi vivante. Avoir une foi vivante, c'est dire, passer par un processus, comme Daniel l'a dit, je respecte l'autre individu. C'est un acte qui inclut une dimension sacrée parce que c'est une intimité. Donc, on a une relation d'intimité avec quelqu'un. C'est pas supposé d'être « Wouhou, je baise avec tout le monde sur la planète ». C'est supposé être quelque chose qu'on partage avec quelqu'un parce qu'il y a une connexion, il y a une chimie, il y a quelque chose de particulier avec cet être-là qui fait qu'on a envie d'aller dans cette intimité-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, il y a la dimension de la foi. La dimension de la foi, c'est quelque chose de vivant, hein, Steve. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, à quelque part, quand on y va dans l'éducation, on dit OK, les gens, c'est important de savoir que vous avez un créateur, que c'est lui qui a créé les arbres, qui a créé les grenouilles, les poissons, l'eau. Puis regardez comment est-ce qu'il a mis de l'amour dans sa création. C'est extraordinaire. On peut s'émerveiller devant un brin d'herbe à savoir d'où ça vient, comment c'est fait, les électrons, les atomes, les machins. C'est infini, les gens, comment est-ce qu'on peut s'émerveiller de voir comment est-ce que le créateur est extraordinaire. C'est un grand artiste. Fait que la foi veut dire déjà une personne qui est invitée à vivre dans la foi, selon moi. On vient de régler beaucoup de problèmes en termes de suicide, 1, avortement, 2, puis 3, des fins de vie qui sont tellement abruptes et, on va dire, pleines de souffrance qu'on souhaite avoir une mort, accélérer la mort. Parce que dans la foi, veut dire, si on se met dans la peau de notre Créateur qui nous aime, on sait qu'il ne faut pas manger 75 chips d'une journée. On sait qu'il ne faut pas abuser de la drogue. On sait qu'il ne faut pas abuser de la boisson. Parce qu'on se met dans la peau d'un Créateur qui nous aime puis qui pense au lendemain. Puis on le ressent en dedans de nous, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Tout ça se fait naturellement. Puis ça me fait penser un peu, c'est un peu rigolo ce que je veux vous dire, mais tu sais, dans le film Harry Potter, là, au début, il se fiait que les gens... Il était bienveillant, puis il y avait puis là, à un moment donné, le gouvernement méchant, il a pris le contrôle, puis là, ils se sont mis à mettre des écriteaux partout dans Poudlard pour dire hey, t'as pas le droit de tenir l'autre par la main, t'as pas le droit d'être à un pied de l'autre, t'as pas le droit de. Plus que ça allait, plus qu'ils mettaient des règlements pour empêcher. Mais dans le fond, avec un peu d'éducation de base, puis la foi dans la vie, puis l'ouverture à la poésie que la vie nous propose, l'apprentissage de la sagesse. L'assimilation des données de la sagesse, surtout si on a la chance d'être dans une famille qui valorise, qui met en place des beaux systèmes de valeurs. C'est incroyable. Les gens sont équipés pour faire face à la vie, sont équipés pour éviter qu'il y ait des tragédies qui arrivent comme ça, de vouloir se suicider puis de vouloir avorter. Il faudrait en parler dans les écoles de ça, dans les ados, secondaire 4, 5, qu'est-ce que j'ai dit, parce que c'est une mode. Non, moi, je ne suis pas d'accord du tout non plus avec ça. Moi, je pense que c'est dans la famille qu'il faut en parler. Moi, l'école, elle n'aurait rien à voir à faire l'éducation sexuelle de mes enfants. Qu'elle aille se faire foutre, je ne veux même pas qu'ils touchent à mes enfants. Parce qu'ils ont tout le temps des idéologies à pousser puis des fausses choses. Ils parlent tout le temps de violence, quand il n'y a absolument aucune violence. Moi, si une fille arrive à... Là, on s'écarte, mais on amène qu'il y a un mal-être qui est en place. On s'écarte solidement. Ça sera un autre sujet. Ceci étant dit, je veux revenir à ce que Janou disait. C'est que oui, il appelle le Stilting qui appelle. Il n'y a aucune... en 2024, il disait qu'il n'y avait aucune donnée populationnelle, que ça existe en effet, que c'est des choses qui arrivent, mais il n'y a absolument aucune statistique liée à ça. Aucune. Non, mais une petite mode pareille. Ben, une mode, s'il y en a 4, il n'y en a pas 100 000, c'est sûr. Ben, c'est comme les dick pics ou ces affaires-là. C'est pas parce que quelque chose existe, ça ne justifie pas que 33 des femmes se fassent avorter lorsqu'ils peuvent être enceintes. Écoute, 100 000, on est en déficit démographique, mais où je veux aller avec ça? L'idée, là, puis la conclusion où je veux nous amener, c'est
c'est que la communauté joue un rôle central dans la vie quotidienne. La famille, on parle tout le temps du gouvernement. Lâchez-moi quelle crise de gouvernement, c'est nous autres le gouvernement. La communauté, la famille joue un rôle dans la vie quotidienne de ceux qui nous côtoient. Et ce soutien social-là est super, méga important. Et en ce moment, comme disait mon ami Steve, il y a du zapping, il y a du fast-food qui se met en place. Et là, il faut favoriser des normes culturelles, puis le dire, l'exprimer. Les institutions sont malades. Elles ne veulent pas faire autrement. Ce qui me fait capoter, moi, c'est que les gens ne s'expriment pas, puis c'est le temps qu'on s'exprime sur ces choses-là, puis d'avoir des discussions comme on vient, même si c'est un petit peu mouvementé. C'est correct de l'avoir, puis d'avoir des points de vue qui nous font évoluer. Moi, je ne connaissais pas ça, ce que tu m'as parlé. Là, je sais que ça existe, puis je vais l'observer. Les normes culturelles qui valorisent l'entraide, la protection de l'individu, de l'intégrité familiale, ce sont des valeurs qu'il faut mettre de l'avant et le gouvernement ne le fait pas pour nous. C'est à nous de le faire et de le dire et de le demander. Mais force est de constater, puis je vais laisser la parole à Steve après ça, force est de constater que le gouvernement s'est immiscé dans ce secteur. On parlait tantôt là, qui décide des choses de personnel. Il n'y a pas d'affaires dans nos choses personnelles. Il n'y a pas d'affaires dans l'éducation sexuelle. Le glory roll, hein? Ben oui, pendant la pandémie, vous faites l'amour à travers une planche de plywood. Voyons donc, gang de zone. C'est épouvantable. C'est le cas de le dire. C'est vraiment épouvantable, là. Nous dire comment faire pour faire l'amour quand c'est le temps de... Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Le gouvernement est supposé... Tantôt, tu l'as bien dit, Yannick, tu as dit gérer les biens adéquatement. Le bien commun. C'est juste ça. C'est juste ça. Le reste, là, c'est nous autres qui est le cœur du Québec. C'est le peuple le cœur. Le gouvernement, c'est juste la mécanique, l'articulation de notre amour. C'est lui qui va articuler, qui va mettre en place les coordonnées, synchroniser les leviers, puis faire en sorte que ça se manifeste. Mais sinon, c'est notre cœur qui est supposé se manifester dans la société, pas leurs besoins, le fameux 8% de la population qui décide tout puis qui sont de bonne humeur. Là. Steve. Bien, tout ce qu'on a dit par rapport à l'éducation, je pense que ça tient la route sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je pense que c'est super important. Moi, je veux dire, au sujet de l'avortement, puis tout ça, c'est question de rapport à l'autre. Je veux dire, c'est toutes les valeurs qu'on transmet vont nécessairement dicter la ligne de conduite de nos enfants. Si tu leur parles des vraies affaires, tu as un vrai échange en vérité avec elles ou avec eux. Je vois pas pourquoi ça tournerait mal. Puis j'aime ça que tu dis ça parce que je responsabilise mon garçon également. Il faut les écouter aussi, nos enfants, dans leurs besoins, parce qu'ils vivent dans un monde qui est extrêmement complexe aujourd'hui. Ce monde-là est vraiment pas évident. Il ne faut pas perdre ça de vue quand on échange avec eux. Tu sais, je porte des valeurs religieuses, oui, c'est vrai. C'est super important pour moi, la foi, puis tout ça. Mais en 2024, ils sont confrontés à toutes sortes d'affaires, là. C'est fou, là. Fait que j'ai toujours trouvé que, comment je dirais ça, c'est pas évident. Mes enfants ont toujours eu de la misère à être en phase avec le monde d'aujourd'hui à cause des valeurs que je leur transmettais parce qu'il y a un écart quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Absolument. T'sais, eux autres, le partage, c'est pas important pour eux autres. Le respect de l'autre, c'est pas important pour eux autres. Mes enfants se sont toujours comportés ainsi. Mais, et à la limite, je te dirais... C'est ça, là. Puis dans les classes, là, je suis allé un peu dans les classes d'école quand même. Et c'est pas évident pour un enseignant. Non. Parce qu'il doit faire ce que certains parents ne font pas. L'éducation de leur enfant. Et voilà. Mais puis ça revient Il n'aurait pas à compenser. C'est pas la job du prof d'enseigner les valeurs à des enfants, mais ils n'ont pas le choix. Ça, c'est la porte d'entrée du gouvernement pour prendre le contrôle sur nous autres. Mais ils n'ont pas le choix de le faire. Vous n'êtes pas capable, fait qu'on va s'en occuper. Mais ils n'ont pas le choix de le faire parce exact. que s'il y a des parents qui ont démissionné, les parents qui ne le font pas, on échappe. C'est comme les filles mères dans le temps, il y avait les orphelinats. Là, on n'a pas le choix. Sans ça, l'enfant, tu le mets dans la rue puis il meurt gelé. Ça n'a pas de sens. Mais c'est un symptôme de maladie sociale. On devrait toujours en prendre considération, en débattre, comprendre les causes, puis aller en s'améliorant. Si on est force de constater ici aujourd'hui, mettons tous les quatre, nous statuons sur l'idée que la foi au Québec est en déficit parce que c'est une adhésion à un dogme matérialiste. Puis là, on s'en va dire maintenant, Dieu, c'est une poésie. Dieu va vous amener comme à ces oiseaux. Il ne laisse jamais personne
dans le besoin, demandez-lui, puis faites-en l'expérience. Là, à partir de ce moment-là, on entre dans quelque chose qui est vivant, puis force est de constater que au Québec, si on se compare avec d'autres pays qui sont vraiment autrement pauvres que nous, quand Mère Teresa est venue à New York, là, elle a dit « J'ai jamais vu autant de pauvreté que ça de ma vie », mais pourtant, elle arrivait de Calcutta, un endroit très réputé pour... Puis c'était parce que c'était les gens qui s'étaient détournés dans un matérialisme qui vide le sens complètement de la vie. Comment veux-tu être satisfait que tu dis « Mes enfants sont élevés dans le partage, Mon Dieu, quelle chance! » Parce qu'ils ont l'opportunité de goûter à cette satisfaction-là, de se sentir utile envers le prochain. Puis quel désespoir pour les autres. J'ai juste hâte pour eux autres qui fassent l'exercice de faire un peu de bénévolat. Oui, ben c'est ça. Apprendre à donner, c'est ça. Hey. C'est quelque chose, c'est précieux, ça. On se découvre aussi. C'est valorisant pour la personne qui le vit. Oui. Puis là, j'en reviens à ce que tu disais tantôt. Tu parlais des proches aidants. Oui. Puis on en avait parlé que c'était un choix de société. Janou a parlé des aidants naturels. Puis d'être valorisé dans ça. Moi, je connais des gens qui ont carrément fait le sacrifice. Que Daniel, il a fait un sacrifice pendant 6 mois. Oh non, pour son père. Beau choix. Oui, non, mais ça veut dire c'était sacré pour toi. T'as tassé tout. T'as dit, moi, je change mon timeline de vie, là. C'est terminé. Pouf, là. C'est rendu ça maintenant, mon focus. C'est papa. Puis c'est un sacrifice, c'est rendre sacré quelque chose. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que, moi, je pense d'une certaine manière que ça serait le fun de faire l'exercice. Combien est-ce qu'on sauverait au lieu d'envoyer les gens dans les centres CHSLD, des mouroirs? Comment est-ce qu'on sauverait à avoir des gens qui sont éduqués dès leur plus jeune âge à prendre en considération que quand on vieillit, on a besoin du soutien des plus jeunes, puis on commence par le filet de la famille. Puis si jamais il y a des conditions qui sont vraiment impossibles à vivre, ben là, il y aurait peut-être justement lieu d'avoir une espèce de soupape de sécurité avec un filet social. Mais selon moi, ce serait dans ça qu'il faudrait mettre nos argents qu'on a, soit dit en passant. C'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent au Québec, hein? Fait qu'au lieu de mettre ça dans notre rôle, comment ça se fait qu'on ne s'occupe pas des personnes en fin de vie? Là, c'est vous, en passant, hein, vous puis moi, on va toute la gang ici, on va tous se ramasser à un moment donné avec les yeux en X. Fait que faut y penser, ça. C'est une bonne question. Les aidants naturels, il faut absolument qu'on puisse faire de quoi là-dessus. Je veux dire, on ne peut pas laisser les gens sans aide. Là. Sans ressources. Il y en a des ressources un peu, mais est-ce que c'est suffisant? Ouf. Tout ça doit être évalué, je pense. Vraiment. Parce que c'est une question de priorité. Hein? Je veux dire, accorder, tu sais, on dit, c'est plus grave, il a donné ce qu'il a donné. Je veux juste pas l'entendre parler, tu sais. Ben, moi, les amis, je vais me permettre d'être dur envers les Québécois. Puis j'aime ça, élever les standards un petit peu. C'est important de... Ma mère me disait tout le temps, souviens-toi toujours de l'essentiel. Oui. Ramène-toi à l'essentiel. Et je reviens à mes valeurs. Mes valeurs on fait Équipodcast parce que la première de mes valeurs, c'est enfants et famille, ma conjointe, mes enfants. Mais la deuxième valeur, c'est les valeurs de liberté d'expression. Hein? C'est ce qu'on fait aujourd'hui ici en parlant tous ensemble. On échange, même si des propos sont difficiles comme ceux qu'on a eu, l'échange entre moi et Janou au niveau de l'avortement. Puis en passant, c'est pas que je ne suis pas contre l'avortement à tout prix. C'est juste il y a du sacré ou il y a du solennel dans toutes ces décisions-là. Et il y a une banalisation hallucinante de 3 sujets qu'on a amenés aujourd'hui, qui est l'euthanasie, ou les soins à la mort assistée en fin de vie avec des grands termes qui essayent d'enlever le vrai mot. C'est de l'euthanasie. Et on est dans les leaders mondiaux en suicide. On est dans les leaders au niveau de l'avortement. Donc, c'est un constat d'échec. Et pour moi, je préfère de loin faire la promotion de la vie à travers l'éducation, la promotion des relations saines à travers l'éducation, aussi. Une spiritualité vivante. Je tiens à saluer, en passant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un mot de la fin, là, parce que je m'en vais vers la fin? Ça va? Allons-y, c'est bien correct. On a fait vraiment un beau tour. Janou? Ben moi, je dis qu'on devrait réfléchir, tous les Québécois, sur c'est quoi les valeurs qu'on veut dans nos familles, puis au niveau de la mort, puis au niveau de tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui.
Puis d'arrêter d'être dans son égoïsme et d'être plus dans son cœur. C'est ce que j'ai à dire. Très bien dit, Janou. Puis je vais ramener les gens Bravo. je veux ramener les gens. C'est beau, là, ce que tu viens de dire. Pour que les gens réfléchissent à une question, il faut qu'ils en soient conscients. Qu'elle existe, le problème. C'est pour Qui ça qu'on existe. fait une Ouais, émission comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, on est allé avec Steve. C'est Steve qui a soulevé le... Aujourd'hui, c'est grâce à Steve qu'on a discuté de ces sujets-là. Je t'en remercie beaucoup. Merci, Steve. Je tiens Oui, aussi à saluer Steve dans son accompagnement. Oui. Vraiment. Il y a des bonnes gens dans la société. Steve en fait partie. C'est un Oui. gars qui accompagne à travers sa foi en Dieu, en Jésus, mais En c'est Jésus. en Jésus, qui est qui est très beau. Puis merci. Merci Ben, d'avoir amené oui, ça. man. merci. Merci. Fait que, écoutez, gang, moi là-dessus, sujet moins facile. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit, mon Yann, la semaine de l'autosuffisance. À partir Ça va du être beau de voir 14, ça. la semaine de l'autosuffisance avec les capsules, ça va être très beau. Génial. Merci, Daniel. Bonne semaine Merci à tout le tous. monde. Oui. Merci tout le monde. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre